Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau podcast. J'ai le sourire, j'ai la banane, mais à la fois je suis un petit peu intimidé, je suis un petit peu stressé parce que je reçois un invité dont j'ai beaucoup été fan, j'ai beaucoup écouté la musique, donc c'est normal, hein, je suis cette petite personne fan de l'invité, c'est cool. Je reçois actuellement Rémi, alias Colonel Rayel. Comment tu vas, Rémi ? Ça va très bien et toi, Romain? Eh ben, ça va très bien. Je te remercie d'avoir fait le déplacement jusqu'à Rennes. Merci à toi pour l'invitation. Parce que en ce moment, c'est vrai que j'ai regardé un petit peu, t'es un peu partout. La semaine dernière, je crois que t'étais en Suisse. La semaine d'avant, t'étais je ne sais dans quelle ville. Tu fais un peu des showcases partout, tu te montres un peu partout en France, dans la francophonie. C'est ça. Et là, le fait que tu aies un petit week-end off et que tu dises, vas-y, Bouzy, je viens à Rennes pour ton podcast, ça me fait très plaisir. Écoute, merci pour l'invitation. Je suis content d'être là, d'autant plus que la Bretagne, c'est une région que j'apprécie particulièrement. Rennes, notamment. Donc, je suis vraiment content d'être là. En plus, tu as vu, il fait beau aujourd'hui. J'ai sorti le débardeur. Putain, t'as sorti le débardeur, t'as sorti la paire. Bon, vous voyez peut-être pas à la cam là, mais c'est masterclass. Et le micro qui est accordé aussi avec ton débardeur. Quand tu dis que t'aimes bien Rennes, la Bretagne, c'est parce que à chaque fois que tu viens, l'ambiance est bonne ou parce que à chaque fois que tu viens, les gens sont cool? Parce que c'est vrai que la Bretagne, généralement, c'est ça que les gens retiennent. C'est, on va dire, l'accueil. Mais la météo, c'est vrai que malheureusement, c'est pas notre point fort. Bref, en fait, j'ai la chance de continuer à pouvoir tourner, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et c'est vrai que tu remarques certaines disparités en fonction des régions. Il y a des régions qui aiment peut-être faire plus la fête que d'autres. Et oui, je peux te dire que la Bretagne fait partie des régions qui savent faire la fête, parce qu'il faut savoir faire la fête. Et à chaque fois que je viens, c'est, comme tu le dis, un super accueil, un échange avec le public qui est fort. C'est un lien qu'on a tissé maintenant depuis pas mal d'années. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui vient me voir en show, puisqu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit les trentenaires ou plus qui viennent me voir en showcase, mais c'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est des jeunes, voire des très jeunes parfois, qui viennent me voir. Donc ça fait plaisir de voir que la musique a traversé une génération et qu'il y a un nouveau public qui me découvre, quoi. Ah, ça, c'est beau, ouais. Parce que c'est vrai que maintenant, on en parlera tout à l'heure aussi, mais au niveau de la musique, je trouve que les gens sont peut-être un peu moins fidèles qu'à l'époque. Et toi, forcément, ta musique, hein, vous avez les refs, pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, ce que je connais de toi, celui, forcément. Yes. Toutes les nuits. Yes. Aurélie. Aurélie, ouais. C'est les trois plus C'est connus. les trois plus connus, après il y en a d'autres. Mais c'est vrai qu'on en reparlera tout à l'heure de ce qui s'est passé, de tout ce que tu as pu faire depuis, etc. Mais ouais, c'est vrai que ces trois titres-là, à l'époque, putain, on les entendait partout, partout, partout. C'est vrai que ça a beaucoup tourné et que ça a marqué effectivement pas mal de gens à l'époque. Et je pense que c'est ce qui me permet aujourd'hui de continuer à pouvoir aller sur les routes et rencontrer le public, quoi. C'est vraiment ces trois titres-là qui sont importants dans ma discographie, ouais. Les gens t'appellent comment en général quand ils te croisent? Colonel Rayel, ils t'appellent par ton prénom, même si je pense qu'il y a peu de gens qui connaissent ton prénom, à part ceux qui sont peut-être allés sur les réseaux. Non, en général, c'est Colonel. Ouais, Colonel plus que Rayel. Et après, c'est souvent aussi Colo. Colo aussi, ouais. Et ça vient d'où, ça Je pense que c'est des questions classiques que tout le monde te pose. Mais Non, j'avoue mais que je me mets dans la peau de n'importe qui, là. Non, écoute, moi, mes parents sont originaires de la Guadeloupe. Ouais. Et donc, Rayel, c'est un mot que les jeunes utilisaient plutôt à l'époque. Dès qu'ils kiffaient quelque chose, ils disaient que c'était Rayel. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller justement en Guadeloupe assez régulièrement quand même. Et donc, au moment de choisir un nom, je me suis dit que ça pouvait être cool, quoi, Rayel. Ça ressemble un peu à mon prénom, Rémi Rayel. Et Colonel, je l'ai ajouté par la suite parce que j'ai évolué pendant pas mal de temps dans le milieu du dancehall, du raga. Et t'as pas mal d'artistes qui empruntent leur nom au monde militaire. Donc voilà, j'ai voulu faire comme les artistes que j'apprécie et j'ai ajouté Colonel et ça donne Colonel Rayel. Incroyable. Et maintenant, Yes. tout le monde s'en souvient. Le Yes. Colonel Rayel. Avant de faire de la musique, qu'est-ce que tu faisais exactement? Alors, mon premier taf, déjà, j'étais à la fac. J'étais à la fac d'anglais parce que je voulais devenir prof d'anglais. Parce qu'au lycée, j'avais un prof que je kiffais, quoi. Je trouvais qu'il était super bon dans ce qu'il faisait. Et, je me retrouvais un petit peu en lui. Et donc, j'ai voulu suivre sa voie. Et donc, je me suis inscrit à la fac d'anglais. Mais la musique m'a rattrapé. Donc, j'étais pas très assidu en cours. Donc, au lieu d'aller en cours, j'allais faire des freestyles. J'allais enregistrer sur des mixtapes, etc. Donc, j'ai vite lâché la fac d'anglais.
Et j'ai commencé à bosser très jeune, hein, vers 18-19 ans. Et mon premier taf, c'était animateur. Ok. Animateur, et pour la petite histoire, j'ai commencé l'animation dans une ville qui s'appelle Romainville. Romainville qui est à côté de Paris, je crois. C'est ça, dans le C'est ça. 93. Moi, j'ai 93. grandi à Pantin, donc c'est deux villes qui sont collées, Pantin et Romainville. Ouais. Et en fait, j'ai été engagé à l'époque par le directeur pour apprendre aux jeunes à écrire des textes et faire des instrus. Et je te raconte ça parce que cette génération-là, à Romainville, il y a un jeune qui s'appelle Dadju, qui a grandi à Romainville. Et donc, j'ai été l'animateur, pas de Dadju directement, je ne l'ai jamais vu au centre, je ne vais pas mentir. Mais tous ses potes, j'ai été leur animateur, quoi. Donc, j'aurais pu avoir Dadju. Oh, incroyable. Qui est pour moi et peut-être pas mal de gens, un peu la relève de ton style, un peu love. C'est vrai. C'est En vrai. C'est vrai. Après, je pense que lui, il a été aussi inspiré par plutôt peut-être Singila, Ouais. dans le style. Singila. Ouais. Oh, la ref. Oh, c'est vieux aussi, ça. C'est ton Ouais, époque, ouais, ça, c'est les années 2010, quoi. un petit peu plus. Un petit peu plus ancien, C'est un peu, Singila, quand ouais, même. les années quoi, début 2005, je dois 2005, dire. ouais. Moi, Ouais, c'est ça. plutôt 2010, 2011, 2012. Singila, je crois que c'est 2005, 2006. Donc, ouais, c'est un petit peu avant, quoi. Mais oui, après, oui, c'est vrai qu'au niveau chanson d'amour, oui, effectivement, Dadju, on peut dire qu'il est un petit peu dans la lignée. Dadju, ouais. Du coup, premier contact avec la musique, ça se fait comment? C'est par ta famille, par tes potes? Par la famille. Moi, mon père, il est musicien. Il est guitariste amateur. Donc, depuis tout petit, je vois mon père en train de jouer à la guitare. Et mon père, il m'a inscrit au conservatoire très, très jeune. J'avais 6 ans. Et donc, bon, j'étais avec des adultes, etc. Donc, bon, je ne suis pas resté bien longtemps, mais c'est pour te dire que mon père, il a eu cette démarche de m'inscrire, etc., au conservatoire. Et ensuite, ça s'est enchaîné assez rapidement. C'est-à-dire qu'en primaire, collège, j'ai commencé à écrire mes premières chansons. Au lycée, j'ai monté mon premier collectif avec lequel j'ai fait mes premières scènes. Et puis ensuite, il y a eu l'avènement d'Internet, Oui. qui nous a beaucoup aidés à se faire connaître, etc. On a fait nos premiers showcases à l'époque et on s'est fait connaître grâce à Internet. Parce qu'avant Internet, avant l'apogée d'Internet, comment tu te faisais connaître exactement? C'était avec la radio, généralement Les radios locales, ouais. Pas Ouais, mal les de radios radios locales, locales. des radios locales, des radios spé qui diffusent ton style de musique, moi en l'occurrence du dancehall. Donc on a fait pas mal d'émissions spé de ce style-là. Et puis avant, tu n'avais pas le choix, il fallait te déplacer. Donc tu te déplaçais dès que tu entendais qu'il y avait un freestyle là-bas. Tu prenais le train, tu y allais et puis tu te faisais connaître comme ça, quoi. Donc c'était vraiment à l'époque un travail de terrain. Et ça, je pense que je l'ai encore gardé puisque on disait que je continue à faire pas mal de shows. Et pour moi, c'est important de toujours garder le contact avec le public, le contact humain, de se déplacer, de rencontrer les gens en vrai, parce qu'effectivement, on est dans un ère digital où tout est numérisé, mais on ne remplacera jamais le contact humain. Donc, pour moi, c'est important d'aller à la rencontre des gens, à la rencontre du public, et ça, je suis content de l'avoir toujours gardé, ouais. T'arrives à être constant quand même sur les réseaux, parce que c'est vrai que les artistes en 2025, malheureusement ou heureusement, ça passe 80% du temps par les réseaux, quoi. Être actif, poster et essayer d'être avec la communauté, tu vois, essayer d'interagir au maximum. C'est vrai que ça peut être compliqué, tu vois, pour quelqu'un de ta génération, un peu plus ancienne. Bah, j'essaye. Il y a des réseaux sociaux sur lesquels je suis un peu plus à l'aise que d'autres. Il y a des réseaux sociaux qui m'ont pas mal aidé aussi à un certain moment, par exemple Twitter. Je sais qu'à un moment donné, j'en ai pas mal joué, c'est-à-dire que je trollais pas mal sur Twitter. Oui, c'est vrai. Je me rappelle de ça. Et donc ça, je sais que ça m'a permis justement de continuer à faire parler de moi, tu vois. Donc oui, Twitter, j'ai bien kiffé. Après, tu me demandais en off si je streamais. Ça, pas trop. J'ai pas vraiment, à part pendant le confinement, comme je te disais. Mais sinon, non, j'ai pas passé le pas de streamer. Après, peut-être que ça arrivera. Ouais, streamer ou là, je sais pas, t'es présent sur Instagram? Parce que par exemple, là, pour ceux qui nous suivent et qui voudraient voir un peu ton actu, savoir ce que tu fais actuellement, quand tu fais des showcases, savoir dans quelle ville, par quel réseau ils doivent passer? Ouais, c'est essentiellement Instagram. Ouais, Instagram. Après, plus trop les posts, mais ça se passe en story, quoi. Ok. Donc ouais, ma story, elle est quasiment toujours active. Et ouais, C'est toi qui gères? C'est moi qui gère, ouais. Ok. T'as gardé la main mise dessus, quoi. Ouais, et puis ça me permet aussi de traiter les demandes, parce qu'aujourd'hui, 50% des demandes pour des showcases, ça se passe en direct sur les réseaux. Donc on me contacte souvent par Instagram et je gère directement tout seul, ouais. Trop bien. Et est-ce que tu te rappelles du premier son que tu as enregistré? Parce que je pense que ça reste mythique pour les artistes, en tout cas ceux qui font du son, quoi. La première fois que tu es allé en studio enregistrer un son. La première fois que j'ai été en studio, c'était pas un vrai studio, c'était un home studio, c'était dans ma ville.
C'est quoi la différence entre un studio et un home studio? Home studio, c'est quand tu as du matos un petit peu à Chez la toi, maison. quoi. Ouais. Tu as du matos à la maison et tu t'enregistres avec les moyens du bord. Tu as une carte son, tu as un micro et tu t'enregistres tout seul. Et puis après, le studio d'enregistrement, là, tu as du vrai matos avec un ingénieur du son qui t'enregistre, etc. Ouais. Donc, ouais, j'ai des souvenirs d'un home studio qui était dans ma ville à Pantin. Ok. C'est un ancien du raga dancehall antillais qui s'appelle Raga Bolo, qui avait fait des hits aux Antilles à l'époque. Raga Bolo. Ouais. Et c'est l'une des premières fois où j'étais en home studio, la première fois que j'ai enregistré pour une mixtape. Et donc ouais, ça, c'était ma première fois, donc je m'en rappellerai toujours, ouais. Et puis, ouais, j'ai eu des belles expériences en studio. J'ai été en studio pour mon deuxième album, par exemple, avec Scalp, qui bossait sur l'album d'Indila. Ok. Donc, quand j'enregistrais mon album, il y a Indila qui était là et tout. Elle n'avait pas encore sorti tous ses hits. Indila, tu sais que c'est ma chanteuse préférée. Ah ouais, De fou, j'adore de fou. Et c'est intemporel. Et là, je sais pas combien elle fait d'écoutes par mois, mais je crois que ça reste insane. Et puis même, j'ai l'impression que c'est dans le monde entier. Ouais, c'est dans le monde entier, alors que ça fait super longtemps qu'elle n'a pas sorti de titre. Exactement. Mais ça continue à cartonner parce que la musique, effectivement, quand ça touche une génération comme ça, comme on disait. C'est arrivé dure un dans petit le peu temps. plus tard, elle, je crois. Hein. Peut-être 2013-14. C'est ça. Ben, moi, je travaillais sur mon deuxième album en 2012. Elle Ouais, était en 2012. studio, on était dans le même studio. Et du coup, elle est arrivée l'année d'après. Donc, j'ai eu la chance d'écouter les titres avant qu'ils sortent et tout le tout. monde. Ouais, c'était un truc de fou. Ouais. Est-ce que tu t'es dit, là, il y a quelque chose? Ouais, parce qu'elle travaille toujours, je pense, avec Scalp. Ouais. Et Scalp, déjà, c'est un producteur de fou qui a fait Ryan B. Fever à l'époque, qui bossait avec Core. Donc déjà, l'union entre les deux, c'était un truc de fou. Entre le producteur magique et la chanteuse avec la voix d'or, c'était incroyable, quoi. Donc j'ai eu la chance de voir ça avant tout le monde, d'écouter ça avant tout le monde. Et c'était incroyable. Ouais. Et surtout, c'est une très belle personne, Indila. Ouais. On a eu l'occasion d'échanger, de parler. Et effectivement, c'est une super belle personne, quoi. Parce que c'est vrai qu'elle est très discrète, elle. Ouais, effectivement. Donc, ouais. Est-ce que toi, tu as été influencé ou est-ce que tu as eu des idoles pendant que tu faisais de la musique, voire avant? Bah ouais, carrément. Hein. Bah déjà, mon père. Hein. Ouais, ton père. Mon père qui était guitariste amateur. Donc à chaque fois que je le voyais répéter, j'étais impressionné. Il a essayé de m'offrir une guitare, j'ai essayé de m'y mettre, mais j'ai jamais eu la patience d'apprendre la guitare. Donc je me suis mis à la chanson. Mais oui, mon père, et je suis dans une famille aussi où il y a beaucoup de musiciens, beaucoup de musique. Donc à chaque fois qu'il y avait des fêtes de famille, à la fin, ça partait toujours en représentation. Et j'ai un grand cousin qui s'appelle Chris, avec lequel j'ai fait le titre Dis-moi oui, qui a été mon producteur aussi, et qui a une grosse carrière aussi dans la communauté antillaise et nationale aussi. Et donc c'est lui qui m'a vraiment inspiré dans tout ce qui est dancehall, etc. Je chantais déjà avant, mais le fait d'aller aux Antilles quand tu as 15-16 ans et que tu vas dans des soirées bien raga, bien dures, etc., ça te marque. Et effectivement, ça m'a vraiment imprégné. Et c'est là que j'ai appris les bases du dancehall, quoi. Dans les sound systems, on appelle ça, en Guadeloupe à l'époque. Et oui, Chris, ça a été ma plus grande inspiration. Ouais. Ok, donc en vrai, ce qui a influencé ta musique, c'est ta famille et tes origines. Beaucoup, ouais. Beaucoup. Ouais. Après, l'endroit où tu vis aussi. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis dans le 93, donc il y avait beaucoup de rap. Ouais. Et donc, les premiers sons que je faisais, moi, effectivement, j'avais cette touche un peu raga, mais j'ai fait beaucoup de sons avec les mecs de mon quartier, de ma ville. À l'époque, les rappeurs, ils avaient besoin d'un refrain R&B ou raga, donc ils appelaient des artistes de ces milieux-là. Donc oui, j'ai fait beaucoup d'apparitions avec des rappeurs aussi au début. Donc oui, j'ai été inspiré par ma famille et puis aussi par mon environnement dans le quartier, quoi. Ok, donc en vrai, ce qui a influencé ta musique, c'est ta famille et tes origines. Beaucoup, ouais. Beaucoup. Ouais. Après, l'endroit où tu vis aussi, moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis dans le 93, donc il y avait beaucoup de rap. Et donc les premiers sons que je faisais, moi effectivement j'avais cette touche un peu raga, mais j'ai fait beaucoup de sons avec les mecs de mon quartier, de ma ville. À l'époque, les rappeurs, ils avaient besoin d'un refrain R&B ou raga, donc ils appelaient des artistes de ces milieux-là. Donc oui, j'ai fait beaucoup d'apparitions avec des rappeurs aussi au début. Donc oui, j'ai été inspiré par ma famille et puis aussi par mon environnement dans le quartier, quoi. Mais avec le style que tu fais, tu te considères comme rappeur ou c'est quand même un terme différent? Non, moi je me considère comme artiste dancehall. Artiste dancehall, ouais. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui... Mais on peut pas dire dancehalleur, quoi. Tu dis... Tu peux dire ragaman. Ragaman? Ouais. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, la
les frontières, les barrières sont de plus en plus floues parce qu'aujourd'hui, les rappeurs, ils chantent beaucoup, Ouais. ils font pas mal de styles différents, ils font plus seulement du rap. Maintenant, c'est la polyvalence, quoi. C'est ça. Donc effectivement, les barrières sont un petit peu plus floues qu'à l'époque, où à l'époque, c'était vraiment très marqué, quoi. Un rappeur rap, un mec du dancehall fait du dancehall, un mec du reggae Ouais, fait mais t'es du dans reggae. une case, en fait. C'est ça. Après, bon, la musique, on dit qu'elle n'a pas de frontières, donc c'est peut-être pas plus mal. Mais j'ai l'impression que c'est en France, généralement, ça. Parce que moi, avec YouTube, je ressens un peu pareil, tu vois. Hmm. Parce qu'à l'époque, quand t'étais youtubeur et que tu faisais une chanson, c'était direct critiqué de fou, tu vois. Ouais. Non, bah effectivement, je pense que, bon, aux États-Unis, je pense que ouais, peut-être qu'ils sont un petit peu plus ouverts. Ouais. Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, les frontières sont plus qu'elles étaient avant, quoi. Et c'est peut-être pas plus mal, en fait. Comment a réagi ta famille quand tu leur as dit, bah, j'arrête la fac pour essayer de me lancer à fond dans la musique? Bah, ça a été progressif, c'est-à-dire que j'ai pas arrêté d'un coup. Ok. Et puis surtout, j'ai tout de suite commencé à bosser, quoi, tu vois. Donc, comme je te disais, j'ai été animateur. Et ensuite, j'ai fait plein de petits boulots. Je travaillais à la poste, au centre de tri. Donc, le soir, de 22h à 6h, je triais Ah ouais. le courrier, tout ça. C'était un truc de fou. Mais je pense que c'est en faisant des jobs comme ça que tu te rends compte, Ouais, quand tu vis vraiment de ta passion, donc toi la C'est musique, ça. moi YouTube, parce qu'en fait là du coup on a un point commun, tu te rends compte du travail que c'est et que là tu as une chance de fou et qu'il faut profiter, quoi, au maximum. c'est ça. D'autant plus que moi, j'ai réussi à vivre de ma musique assez tard, quoi. C'est arrivé vers 26, ouais, 25, 26 ans. Donc, entre le temps où j'ai commencé à bosser à 18 ans et le temps où ça a vraiment fonctionné pour moi, la musique, ça a pris du temps, quoi. Donc, à ce moment-là, effectivement, tu prends conscience des choses, de la valeur de l'argent, de la valeur du travail. Donc, effectivement, oui, je pense que peut-être que si j'avais pas eu cette période de galère avant, j'aurais peut-être pas pris conscience de certaines choses, de certains dangers. Et aujourd'hui, bon, je pense avoir eu la tête sur les épaules au moment où ça a vraiment cartonné. Ouais. Et donc ouais, je pense que c'était quand même une belle expérience, ouais. Et est-ce que ce style de musique là, tu l'as toujours assumé ou est-ce que tu as eu des périodes un peu plus périodes de doute où tu te remets en question? Toujours. Toujours, moi, bon, effectivement, j'ai toujours été influencé par le rap du fait de là où j'ai grandi. Mais vraiment, la musique qui m'a vraiment marqué, c'est le reggae, le dancehall, toute la musique de Jamaïque. D'ailleurs, j'ai été en Jamaïque pour la première fois il y a quelques semaines. Et pour moi, c'était un rêve, quoi. Tu vois, tu vas dans le pays qui t'a vraiment donné envie. Et ouais, franchement, non, moi, c'est la Jamaïque, quoi, qui m'a toujours inspiré, qui m'a toujours donné envie. Donc oui, j'ai toujours assumé à fond. Même aujourd'hui, hein, comme on disait, les frontières ne sont plus ce qu'elles étaient. Mais là, comme tu vois, j'ai un gros débardeur Bob Marley, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, non, c'est Et la la musique qui me Jamaïque, passionne. j'avoue que je me fais des idées, moi, mais c'est comment là-bas en vrai? Parce que moi, j'avoue que je vois un pays avec la forêt, des gens très contents, très Mm. heureux, et ça fume, quoi. Bah oui, ça fume, oui. C'est comme ça que je vois la Jamaïque après, Ça je sais fume. pas. Après, tu sais, moi, j'ai trouvé que ça ressemble beaucoup aux Antilles françaises, Guadeloupe, Martinique. Ok. C'est pas très loin en soi. C'est pas très loin, non, ça doit être à quoi, 2 heures de vol, Ouais. quelque chose comme ça. Et oui, ça ressemble beaucoup à chez nous. Bah, déjà au niveau des paysages, ça ressemble beaucoup, au niveau des gens aussi. Et puis il y a ces mêmes singularités, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a le côté carte postale, où tu as les plages de sable blanc, etc. Tu as la mer turquoise, tu as la musique tout le temps à fond. Et puis ce côté festif, les gens sont très très festifs. En Jamaïque, tous les soirs, il y a ce qu'on appelle, comme je te disais, des sound systems. Donc tous les soirs de la semaine, il y a des soirées, etc. Donc effectivement, oui, il y a ce côté-là. Mais il y a aussi une réalité sociale qui est très très difficile. Il faut savoir qu'aux Antilles françaises, le taux de chômage il est beaucoup plus élevé qu'en métropole. Et que donc, fatalement, ça crée de grosses différences sociales entre les gens, où tu as une classe qui est très aisée et tu as d'autres gens, malheureusement, qui vivent dans la misère, quoi. Donc après, ça s'en fait ressentir au niveau, par exemple, des gangs. Il faut savoir qu'aux Antilles françaises, il y a malheureusement des gangs. Donc il y a des jeunes qui sont enrôlés dans des gangs très jeunes. Et ça, c'est une réalité, malheureusement, qui n'est pas forcément connue ici, mais les gens là-bas le vivent. Et il y a beaucoup de difficultés sociales. Par exemple, en Guadeloupe, il y a certaines villes où il n'y a pas d'eau dans le robinet. C'est-à-dire que tu vas ouvrir le robinet, il n'y a pas d'eau. Pendant plusieurs heures, etc. Parfois pendant plusieurs jours. Et ça, c'est des situations qui seraient complètement dingues ici, tu vois, dans une ville française, se dire qu'il n'y a pas d'eau qui sort du robinet. Donc effectivement, oui, il y a beaucoup de problèmes sociaux là-bas. Mais t'es pas le seul à me parler de ça. Et je pense qu'en fait, le souci,
après, je pense qu'il y a des gens qui s'en rendent compte de plus en plus, c'est que les médias, ils nous disent pas vraiment la vérité, quoi. Parce que nous, les Antilles, on voit à travers les médias, la plupart du temps. Et c'est vrai qu'entre ce que les gens disent vraiment, les gens qui ont habité là-bas ou qui habitent là-bas, et ce qu'on voit dans les médias, il y a quand même des fois une vraie différence. Exactement. Et là, quand tu me parles de gang, ça, on n'entend pas ça dans les médias. Quand tu me parles d'eau potable, pas pour tout le monde, alors que c'est quand même la France, quoi. C'est ça. Il y a aussi un gros problème de pesticides qui a été diffusé dans les années 70-80. Et aujourd'hui, il y a un taux de cancer très, très élevé aussi. Donc effectivement, oui, c'est quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler dans les médias, mais bon, après, c'est aux personnes de la communauté d'en parler. Donc dès qu'on a l'occasion, je pense que c'est important que les gens soient au courant aussi de ces problématiques-là, quoi. Tu vas souvent, toi, là-bas? J'essaye d'y aller une fois par an, ouais. Parce que toi, tes origines, c'est vraiment la Guadeloupe? Ouais, mes 2 parents sont de la Guadeloupe. Ouais. Ok, de la Guadeloupe. Ouais. Et tu y vas, tu m'as dit, une fois par an? J'essaye d'y aller une fois par an, là, j'y vais le mois prochain. D'ailleurs, j'ai hâte d'y aller pour me ressourcer un petit peu. Et quand tu y vas, c'est comme tu dis, pour te ressourcer, ou tu y vas aussi pour faire la fête? Non, vraiment, c'est dès que je sors de l'avion, c'est me ressourcer, quoi. C'est voir ma famille, puisque l'essentiel de ma famille est là-bas. Et puis savourer les plats locaux, aller prendre un bain de mer, et puis chill, quoi, tout simplement. Je pense que tu as quand même une bonne partie de ta communauté qui est là-bas aussi, et qui ont peut-être aussi envie de te voir... Ben non, au niveau de la musique, non. Ah ouais, au niveau de la musique, non? Non, au niveau de la musique, c'est plutôt ici. Ici, ouais. C'est plutôt France, métropole, Belgique peut-être. Parce que là-bas, ils aiment bien les trucs, tu vois. Ouais, mais bon, quand même, tu vois. Tu peux être aussi une fierté pour eux. C'est vrai. Après, je sais que oui, j'ai eu la chance de faire, justement, je te parlais de Chris. Ouais. J'ai eu la chance de faire sa tournée Antilles-Guyane. On a joué dans les stades, au stade en Guadeloupe. Et l'accueil que j'ai reçu là-bas, il était complètement dingue. Donc oui, effectivement. C'est juste que leur style de musique de base, c'est pas forcément ce que tu fais. Exactement. Ce que t'as fait, quoi. Ouais. Et surtout, aujourd'hui, je suis content parce que la musique antillaise, elle s'exporte de plus en plus. Ouais. À chaque fois que je me déplace en showcase et que j'entends les sélections des DJ avant que je passe, il y a toujours du chata, il y a toujours du bouillon. Et ça fait plaisir de voir que la musique antillaise s'exporte à fond, quoi. Oui, j'ai vu sur TikTok que tu as repris la musique d'Anime. Tu vois, c'est qui Anime là? Du coup, il avait fait une musique chata, que tu avais peut-être entendu là, Shambhala. Et là, il a fait une musique vraiment dans le style que tu fais. Et du coup, tu as repris sa musique et tu as dit, ouais, si t'es chaud, on se fait un petit feat. Bah ouais, carrément. Hein. Bah ouais, en fait, c'est un délire en fait, qu'il a eu, comme il a expliqué. Très fort d'ailleurs. Hein. Ouais, super. En fait, il est super chaud. Moi, je connaissais ce qu'il faisait. Et j'avais suivi un petit peu son son chata, que j'avais bien kiffé aussi. Et donc, quand j'ai vu qu'il avait fait un son un peu dans mon style, pour rigoler de base, bah, je me suis dit, écoute, pourquoi pas pousser le délire jusqu'au bout? Et donc, en PV, je lui ai demandé de m'envoyer l'instru. Moi, j'ai écrit une partie. Ah oui, donc là, ça va vraiment se faire. Bah, moi, j'ai écrit ma partie. Lui, il est censé écrire il est censé finir, d'écrire sa partie. Ouais. Donc, après, je sais pas si ça va aller jusqu'au bout, mais en tout cas, les textes sont là, tout est là. Quoi. Mais ce serait fou, ouais. C'est dingue la polyvalence qu'il peut avoir, ce type. Ouais, il est vraiment fort. Ouais. En plus, en 3-4 mois, il a explosé de fou. Et les gens se rendent compte du talent qu'il a. Et même en chanson, quoi, il arrive à te pondre comme ça. Du jour au lendemain, une chanson, tu te dis, putain, mais attends, mais c'est masterclass, ça. Ouais, non, franchement, déjà, le son chata, j'avais bien kiffé. Pas mal, et là, même sur Mélanie, même si c'est un délire qui s'est tapé, je trouve que c'est quand même qualitatif. Et je crois que c'est lui qui a fait la prod aussi. Ouais, donc, je crois que il gère ça aussi. Ouais. Chapeau. Ouais. Toi, Rémi, comme tu as dit tout à l'heure, tu as percé vers 25-26 ans. L'année vraiment, le tout début, c'est 2010, je pense. Celui est sorti en 2010, mais ça a explosé en 2011. Ouais. Ok. Tu l'as sorti en 2010, il a pas percé directement juste après? Non, en fait, il a gravi les échelons, c'est-à-dire que je te parlais des radios spé. Donc au début, il passait sur les radios musicales régionales, comme Radio Latina sur Paris. Et ensuite, il est passé progressivement sur les radios locales. Et puis ensuite, on a eu la chance de signer chez Play-On, qui aujourd'hui est devenu Play2. C'est un label? C'est un label, ouais. C'était un label indépendant à l'époque. Et aujourd'hui, ils sont avec TF1. Play2, donc c'est eux qui ont Gims, Tyke, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment le plus gros label français, quoi. Play 1 à l'époque et Play 2 maintenant. Play On et Play 2. Play 1. Ouais. Play On. Play On.
À l'époque, ils avaient Zaz aussi. Ok. Ils avaient Kids United. Enfin, ils ont fait pas mal de belles choses. Et donc aujourd'hui, C'est pour ça TF1 se sont dit bon, c'est pas mal là ce qu'ils font. C'est Hop pas là, on mal. va vite les racheter avant Ouais. qu'ils produisent trop de gens. C'est ça. Et donc comme ça, donc là on est en 2010. Celui sort, comme tu dis, ça passe dans les radios locales. À l'époque, bah, vous êtes au courant, il n'y avait pas Spotify, il n'y avait pas Deezer, il n'y avait pas tout ça. Donc comment ça se passait, bah, en tout cas moi je me rappelle, j'avais 16 ans à l'époque, 2010, 16 ans. Comme Aurélie. Ouais, bah voilà, comme Aurélie. Putain, comme tu dis Aurélie. Ouais. Et je suis un 94. Toi, t'es un 84. Ouais, on a 10 ans pile. On a tout Ouais. pile 10 ans d'écart. Donc quand j'avais 16 ans, t'avais 26 ans. Et ouais, donc il n'y avait pas Spotify, il n'y avait pas tout ça. Donc nous, on achetait les singles, on achetait les albums. Mhm. Donc on mettait les CD dans la voiture, quoi. Tout C'est simplement. ça. Bah, je On pense que, pouvait ouais. aussi avoir des... À l'époque, j'avais un BlackBerry. Il y avait les petits Ouais. iPhone 3G, etc. Mais du coup, tu mettais aussi la musique sur l'iPod ou sur les baladeurs, etc. Quoi. Et MP3. Les MP3. Ouais. Il y avait tellement de téléchargements illégaux aussi à l'époque Ouais, par rapport à ouais. bah, maintenant, forcément. Mhm. Et donc, dans les radios locales, après, je suppose, Énergie commence à se dire oula, pas mal ça. C'est ça. Bah, dès qu'on a signé chez PlayOn, ensuite on a pu entrer sur Énergie. Ouais. Et donc de là, ça a été l'exposition nationale, quoi. Sachant qu'en 2010, la radio, c'était vraiment incroyable, quoi. Et surtout, on a eu la chance de passer. Il y a eu Énergie, il y a eu Skyrock, il y a eu Fun Radio, donc les plus grosses radios nationales. Et en rotation maximum, en 12 fois jour, c'est le maximum. Donc ouais, on passe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ta musique passe 12 fois par dans une jour. journée? Ouais. 12 Tous fois. les jours? Ouais. Donc 12 fois, ça veut dire au moins une fois par heure, quoi. Après la nuit, bon, ouais. C'est ça, ouais. Donc ouais, c'était rotation maximale sur les 3 plus grosses radios. Donc ouais, c'était intense. À l'époque, c'était quelque chose, ouais. Tu te rappelles du moment où t'es passé dans une radio comme ça, comme Énergie? Bah, j'ai un souvenir où donc je t'ai dit que mon premier taf c'était animateur. Ensuite j'ai bossé à la Poste. Ensuite j'ai Oui, en bossé plus, au ouais. travail de mon père à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Donc j'étais à l'accueil à l'époque. Et donc j'allais bosser en métro. Et je prenais la ligne 13 pour ceux qui connaissent en région parisienne. Et la ligne 13 en fait, je crois que c'est à la station Saint-Lazare, je crois si je dis pas de bêtises. T'as une radio en fait qui diffuse, tourne. ouais, qui tourne. Ouais. Et donc moi j'étais sur le quai du métro, j'allais bosser, et là j'entends celui. Oh! J'entends celui, mais à l'époque le clip n'est pas encore sorti, et personne ne sait. Ah putain, mais là tu me rappelles un truc de fou. Mais c'est vrai que j'avais oublié qu'à l'époque les clips c'était Bah hyper ouais. important. Ouais, à l'époque. Parce que tu passais du coup sur la 17 et voir des fois sur d'autres chaînes et, Ouais. et ça te permettait d'avoir une promo incroyable, quoi. Ouais, mais les clips, le clip n'était pas encore tourné, Ok. mais le son était déjà diffusé en radio. Donc je prends le métro et il y a le titre qui passe et personne ne sait que c'est moi qui chante, quoi. Donc je prends le métro et ça, ouais, je me rappellerai toujours. Ouais, c'était une sensation de fou. Après, bon, ça n'a pas duré longtemps puisque le clip est sorti assez rapidement. Ouais. Et une fois que le clip est sorti, ensuite, on a eu la chance que ça tourne pas mal en télé. Donc là, à ce moment-là, oui, j'ai dû arrêter de bosser, quoi. Mais Quand j'ai tu dis vraiment que ça- arrêté de bosser très très tard. Ah ouais, quand même, ouais. Jusqu'au moment où je pouvais plus. Et quand tu dis que ça tourne pas mal en télé, c'est généralement sur la 17 à l'époque et sur d'autres chaînes aussi. D8, je crois, à l'époque, Ouais. ou Putain, c'est vrai que ça avait Direct des noms, Star, ou différents. des. Ouais, Ouais, des trucs comme ça, quoi. ouais. Énergie 12. Et la première fois que tu te vois à la télé, il y a une sensation ou quoi? Il y a un truc? La première fois que je m'entends à la radio, je m'en souviens. Mais la première Ok. fois que je me vois à la télé, ça m'a pas. Non, je me rappelle pas spécialement, là. Ok. Donc tu passes sur Énergie, tu passes sur Skyrock, tu passes sur Fun Radio. Je suppose qu'il y a beaucoup d'émissions, beaucoup de libre antenne qui veulent peut-être t'avoir aussi sur les plateaux, parler avec toi. Ouais, je fais beaucoup d'émissions. Ouais. Je fais Laurent Ruquier sur France 2. On n'est pas couché à l'époque. Donc ouais, j'ai la chance de faire pas mal de beaux plateaux. Hein. J'ai fait la chanson de l'année sur TF1. J'ai fait mon plus gros souvenir télé, ça reste Taratata, fête de la musique 2011, en direct de Bruxelles en Belgique. Et en fait, c'est sur la grande place. Et on joue devant 100 000 personnes. 100 000 personnes, et c'est Nagui qui présente et tout. Et là, tu chantes. Et je chante, ouais. Et là, c'est pas, il n'y a pas de playback ou. Non, c'est avec musicien, live, un truc de fou, quoi. Là, je peux te dire que la pression, elle était là. Oh bah là, oui. Ouais, 100 000 personnes, c'est en direct, en plus à la télé, tu peux pas te louper. Donc ouais, ça, c'est mon plus beau souvenir de télé, ouais. Ouais. Mm. Ouais, parce qu'à l'époque, la télé, c'était méga important, je pense, pour un artiste. Peut-être un petit peu moins maintenant, beaucoup moins même.
Mais c'est vrai que là, la télé, ouais. Ouais, à l'époque, la télé et la radio, hein. La radio, il y a ce qu'on appelle les promos radio. Ouais. Donc, il faut savoir que les radios, elles organisent souvent pour faire plaisir à leurs auditeurs des promos, donc avec les artistes qui sont diffusés. Et ça, je sais qu'au niveau des labels, etc., c'est quelque chose de très important d'honorer les plateaux promo radio, quoi. Donc ouais. oui, à l'époque, la radio, c'était ultra important, ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Internet, quand tu as une communauté, tu peux bien gérer, ouais. Maintenant, c'est souvent les réseaux sociaux, tu as des agents. Après, t'avais un agent aussi à l'époque quand même pour te gérer? Ouais, j'avais un Parce que agent, du coup, tu perces, mais ça va super vite pour toi. Ouais, j'avais un manager. J'avais Ouais. une manager, ouais, qui travaille avec Kalash aujourd'hui. Ok. Et oui, après, tu avais toute l'équipe de la maison de disque, quoi, Play On, à l'époque, qui bossait. Donc ouais, j'étais quand même bien entouré, oui. Et ça se passait bien? Parce que c'est vrai que c'est comme le milieu de YouTube, comme plein de milieux un peu où il y a de la célébrité, de l'argent. Bah, des fois, quand tu perces, tu as des gens un peu malveillants qui viennent aussi t'alpaguer. Et ça, tu le sais pas encore parce que bah, tu es naïf, forcément. T'es dans le milieu. Bah, certes, ça fait longtemps que tu fais de la musique, mais bon, la notoriété, la célébrité, tout ça, c'est dur à gérer. Donc, ça tu as réussi à gérer tout Bah, ça? ça, c'est vrai que tu l'entends beaucoup, c'est-à-dire qu'avant que ça marche, on te dit fais attention, quand ça va marcher, il y a des gens qui vont venir, etc., qui seront intéressés, donc tu l'entends. Mais après, une fois que ça arrive, bon, t'es pas naïf, donc tu te rends bien compte que certaines personnes sont là pour ce que tu as à offrir. Mais moi, j'ai eu la chance, c'est vrai, d'être bien entouré, donc avec mon cousin Chris déjà. Et ensuite, oui, avec la maison de disques, ça s'est toujours bien passé, surtout qu'à l'époque où ça marchait vraiment bien, il n'y avait aucune raison que ça se passe mal entre nous. Donc bon, après, une fois que les chiffres d'albums sont moins bons, là, Ah ouais. là fatalement, bon, il y a moins de taxis disponibles pour venir te chercher, etc. Ah, ça, tu l'as senti, ça? Ah oui, carrément, ouais. Ouais, une fois que tu sors ton deuxième album et que ça marche moins bien, eh ben, fatalement, il y a moins de moyens qui sont mis à ta disposition et c'est normal, hein, quelque part, tu vois. Donc, c'est la réalité du métier, même si ça peut être parfois difficile à encaisser, parce qu'on reste des êtres humains avec des sentiments. Et ouais, quand ça marche moins bien, là, c'est vrai que c'est un peu plus difficile à gérer, ouais. Donc, celui sort en 2010, il perce en 2011. Après, le succès Aurélie. C'est ça. Aurélie avant toutes les nuits? Après, ouais. Après. Ouais. D'abord Donc- celui, ensuite toutes les nuits, Ok. et ensuite Aurélie. D'ailleurs, Aurélie, à la base, on ne devait pas le sortir directement. Pourquoi? C'est quand on a fait écouter l'album à Laurent Bounot de Skyrock. Ok. Il a écouté l'album de son côté avant que ça sorte. Et C'est celui qui gère les programmations sur Skyrock? c'est ça. Ok. C'est ça. C'est le directeur des programmes, donc c'est lui qui décide ce qui passe ou ce qui passe pas. Donc, c'est eux, généralement, qu'il faut avoir dans la poche. C'est ça. Et du coup, il a écouté l'album et il a eu un coup de cœur sur Aurélie. Et donc, il a décidé de le rentrer directement sur Skyrock sans demander à la maison de disques ou autre, quoi. Mais il a eu l'oreille, puisque effectivement, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'un de mes plus grands succès, quoi. Bah, souvent, les gens là, c'est ceux qui ont l'oreille un peu fine. Ils Ouais. peuvent savoir ce qui marche, ce qui va pas marcher. Mais Il s'est pas trompé. c'est vrai qu'Aurélie, bah, pour ceux qui n'ont pas la ref, Aurélie n'a que 16 ans, hein. Ça avait fait un peu débat des fois, parce que bah, voilà, c'est un sujet un petit peu tabou. Mais non, en vrai, les gens, putain, ça reste dans la tête, quoi. Ouais. C'est ça, en fait, ta force. C'est que tous les sons que tu as fait là, bah, dans la tête tout le temps, quoi. Mais j'ai essayé. Dans la douche, t'es chez toi, tu fais caca, tu chantes, tu cuisines, tu chantes. C'était exactement ton... Bah ouais, j'ai point essayé fort. de faire des refrains qui restent dans la tête. Mais après, oui, c'est vrai qu'Aurélie, il y a eu quelques polémiques. Parce que je pense qu'en vérité, on n'est pas spécialement habitué dans la musique à traiter de sujets qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et pourtant, je trouve ça dommage parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Et parfois, malheureusement, je trouve qu'on tourne un petit peu en rond au niveau des thématiques, alors que tu as beaucoup de sujets qu'il faudrait aborder, quoi. Et, Mais je pense que le fait que ce soit un sujet un peu tabou, c'est peut-être aussi ce qui a rendu le son encore plus populaire, on va dire. peut-être. Après, je pense que ça a aussi permis à certaines familles de discuter. Aussi, ouais. Puisque effectivement ça concerne toutes les familles, hein, donc moi c'est vraiment l'un des titres desquels je suis le plus fier, quoi. Parce qu'effectivement c'était aussi une façon pour moi de montrer que je pouvais faire autre chose que des chansons d'amour, parce que juste avant ça on m'a connu avec Celui et Toutes les nuits, et Aurélie c'était une façon pour moi de montrer que je pouvais parler d'autre chose, quoi. Et surtout j'essaye de m'inspirer de ma vie, quoi. Et
Et quand j'étais animateur, notamment pour les ados, effectivement, il y a eu des cas de jeunes filles qui sont tombées enceintes. Et je pense que dans tous les lycées de France jusqu'à aujourd'hui, il y a des Aurélie. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes filles qui tombent enceintes. Bon, c'est pas forcément voulu, mais ça arrive. Et donc à ce moment-là, comment on gère, comment ça se passe, etc. C'est vrai qu'en France, ou peut-être dans d'autres pays aussi, mais la communication parents-enfants, des fois, elle est compliquée, surtout sur les sujets qui concernent le sexe. Et peut-être de moins en moins, en tout cas, j'espère, avec tout ce qu'il y a sur les vidéos, etc. Mais c'est vrai que 2010, moi, la première fois que j'ai fait l'amour, c'était en 2011, hein, donc c'est Ouais. tu vois, 2011 la première fois que j'ai Ouais. fait l'amour. Bah, tu vois, j'en parlais pas avec mes parents. Des fois, je savais que j'avais des soucis au niveau de mon prépuce, là. Bref, on parle dans d'autres sujets, mais tu sais, on n'ose pas en discuter parce qu'on a peur de la réaction. On se dit, vas-y, non, ça me concerne moi. La pudeur, quoi. Ouais. Bon, après, c'est sûr que c'est pas des sujets faciles à aborder avec ses parents, parce que bon, il y a une certaine, comme tu dis, une certaine pudeur. Mais bon, justement, c'est peut-être le rôle aussi de la culture, du cinéma, de la musique, de pouvoir faire en sorte de faire la passerelle entre les parents et les enfants, quoi. Donc, quand la chanson elle passe, c'est peut-être le moment d'en discuter, quoi. Et Aurélie, pourquoi Aurélie? C'est pour les rimes ou parce que tu connaissais vraiment une Aurélie Non, non, j'ai hésité entre plusieurs prénoms. Oh, Ouais. lesquels? Ça aurait pu être Stéphanie. Bah, en soi, Stéphanie, ça marche aussi. Après, Stéphanie, ça fait peut-être moins prénom connu de 16 ans, 2010, parce que Ouais. ma génération dans ma classe, des Stéphanie, j'en avais pas. Ouais, C'était peut-être la génération la tienne, quoi. ouais, ouais, moi, j'ai hésité entre Stéphanie, Vanessa. Ah, Vanessa, ça veut dire que t'aurais changé les autres rimes à côté. Ouais. Parce que ça aurait pas rimé avec le reste. Ouais, non, j'aurais changé, ouais. 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 Non, j'ai d'abord trouvé le prénom. Et ensuite, j'ai trouvé les rimes. Mais ouais, ça aurait pu être soit Stéphanie, soit Vanessa. Ok. Ou peut-être Gladys. Parce que Ah, Gladys, on connaît. C'était la première fille dont j'étais trop amoureux. Ouais. Putain, Gladys. Là, ça me rappelle. En quelle des trucs, classe? Là, c'était en 5e, 4e. Ouais. Elle sortait avec un Raymond, j'avais trop le seum. Gladys, si tu nous regardes. Ouais. Ouais, je pense qu'elle va oublier depuis ce temps, mais ouais, elle m'a choqué à l'époque, Gladys. Non, ouais, ça aurait pu être. Parce que j'en connaissais beaucoup. Je connaissais beaucoup de Vanessa, de Stéphanie, de Gladys, ouais. Donc ça Ouais. aurait pu être l'un de ces prénoms-là. Mais c'est vraiment en fonction de. Prénom populaire dans ces années, Voilà. dans ces Ouais. années-là, qu'on Ouais. voyait assez régulièrement, quoi. C'est ça. Il n'y a pas une raison particulière en mode. Non. Toutes les nuits, bah, je suppose le titre, c'est en fonction des paroles, quoi. Celui, c'est pareil aussi. Il n'y a pas un truc en particulier, une Celui. anecdote. Si, celui. Surtout l'intro. Ouais. Dans l'intro, je dis aussitôt que le jour se lève, tu Oui. es dans ma tête. Ouais. Et là, je pensais vraiment à quelqu'un. Ok. Ouais, je pensais vraiment à quelqu'un. J'ai fait une rencontre sur un tournage d'un clip d'un pote. Et j'ai vu cette fille. Et effectivement, ensuite, je pensais qu'à elle, quoi. Donc, dès que je me réveillais le matin, je pensais à elle. Ça se trouve, c'est grâce à cette fille-là Bah, grave. que t'en es là. Ouais, mais je lui ai dit, hein, parce qu'on s'est eu ensuite sur les réseaux des années après. Et oui, elle savait que c'était pour elle, ouais. Et donc ouais, l'intro, en tout cas, oui, c'était pour elle. C'était pour elle carrément. Et toutes les nuits, ça, c'est plutôt Doug. Doug, avec qui j'ai bossé. Doug, c'est lui qui a composé l'instru de Celui, à la base. Ok. Et c'est lui aussi qui a bossé pleinement sur toutes les nuits. C'est à lui que revient tout le mérite sur le refrain, en tout cas. Ok. Et donc, dans ces années-là, 2011, 2012, là, plein buzz, c'est quoi ton quotidien? Comment en ça fait, se passe, la vie de Rémi à cette période? Parce que là, ça doit être mouvementé. ouais. Mais je sais pas si tu seras d'accord avec moi, le rapport à la célébrité, il diffère selon chacun. Oui, oui. Et je pense que ça révèle peut-être un petit peu qui on est vraiment. Ou du moins que ça amplifie un petit peu nos caractéristiques. Ouais, je suis d'accord. Et moi, j'ai l'impression que ça a amplifié les miennes. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide. Et donc, pendant le succès, je me suis grave renfermé, quoi. C'est-à-dire que je n'osais plus trop sortir. On aurait pu croire que j'aurais voulu profiter de ça, tu vois, justement, le fait d'être connu, etc. Bah ouais. D'aller en boîte, de faire la fête tout le temps et tout. Mais c'est le contraire qui s'est passé. Je me suis assez renfermé. Et du coup voilà, c'était vraiment très, très simple, hein. J'allais en show, et puis la semaine, j'étais à la maison, et puis je faisais de la musique, quoi, tout simplement, hein. Donc, Ok.
Donc, Rien de particulier, quoi. Rien de ouf. Rien de ouf. Peut-être que si j'avais été quelqu'un de plus extraverti, etc. C'est vrai que moi, de ce que je te connaissais, enfin de ce que j'écoutais, je me disais, Colin Riel, ça va être vraiment le fêtard. C'est quand je vais le voir, ça va être, ça va être la fête, quoi. Et au final, ouais, dans la vie de tous les jours, t'es vraiment quelqu'un de normal, timide, réservé, qui aime forcément profiter, etc. Mais tranquille, quoi, chill. Le mec chill. C'est ça. Et quand t'es en showcase, par contre, ouais, par contre, voilà, là, c'est un autre homme. On me le dit souvent. On me dit souvent que quand je monte sur scène, je suis plus le même. Ouais. C'est-à-dire que là, vraiment, bon, on a tous nos moyens d'expression, et moi, c'est vraiment la scène, quoi. Tout ce que je garde à l'intérieur, ça sort au moment où je suis sur scène, et je me donne vraiment à 200%. Il n'y a pas une fois où je sors de scène où je n'ai pas transpiré à fond. Donc ouais, mon moyen d'expression numéro 1, c'est la scène. C'est vraiment ce que j'aime le plus faire dans la musique. Il y en a qui préfèrent être en studio, il y en a qui préfèrent composer, il y en a qui préfèrent tout l'aspect, effectivement, création. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est le contact avec le public, quoi. C'est chanter avec eux. Et puis c'est vrai que je te parlais de ma période où j'étais pas encore connu, mais que je faisais déjà de la musique. Et donc, je sais ce que c'est que d'être devant un public qui ne te connaît pas, qui ne connaît pas tes chansons. Et je peux te dire que c'est difficile. C'est difficile d'accrocher les gens quand ils ne te connaissent pas, quand ils ne savent pas de quoi tu vas parler, qu'est-ce que tu vas chanter. Donc aujourd'hui, je savoure mon plaisir quand je suis devant un public et qu'il y ait quand même pas mal de gens qui connaissent encore les paroles, quoi. Donc, tu sais que tu peux tendre le micro au public et qu'il n'y aura pas un avant, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est difficile quand tu n'es pas connu, que tu te retrouves devant un public. Pour les accrocher, c'est pas évident, Ouais, c'est compliqué parce que ils connaissent pas ce que tu vas chanter, donc je me doute que c'est chaud. Et ton rapport avec l'argent, parce que je suppose avec le succès, tout ça, le fait que tu aies fait plein de métiers différents, que tu étais au SMIC avant et que d'un coup tu as le succès, tout ça, tu gardes quand même la tête sur les épaules ou tu flambes ou qu'est-ce qui se passe? Non, je garde la tête sur les épaules. Comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que le fait d'avoir eu des petits boulots, etc., je connais la valeur de l'argent. Et surtout, tu sais, la musique, c'est un milieu qui est très aléatoire. Donc, ça va marcher aujourd'hui, demain, ça marche un peu moins. Ensuite, ça va peut-être remarcher. Donc, je me suis toujours dit qu'il fallait que je sois vigilant avec ça et que je ne fasse pas n'importe quoi. Donc, j'ai essayé d'investir un petit peu dans la pierre dès que j'ai eu mes premiers cachets pour assurer mon avenir, quoi. Que demain, si tout s'arrête, au moins, j'ai un toit, quoi. Et j'ai pas fait de folie, quoi. Ok. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, tu disais j'ai percé un peu tard, mais je pense que du coup, tu as percé au meilleur moment. Parce que peut-être que le toit, si tu avais percé à 19 ans, tu aurais justement, au contraire, tout flambé, tout cramé. Et là, le fait que tu aies percé à 25 ans, après avoir fait plein de jobs où tu galères, tu te dis putain, l'argent, ça a de la valeur. C'est ça. Il faut que je fasse attention. Exactement. C'est top, quoi. Ouais, c'est ça. C'est se rendre compte de la valeur des choses, de la valeur de l'argent. Effectivement, oui, je sais ce que ça fait de ne pas avoir grand-chose sur son compte. Donc voilà, quoi. Effectivement, oui, c'est trop bien. Ça a été une belle école, quoi. Et qui dit célébrité dit forcément aussi critique. Parce que, bah oui, certes, beaucoup de gens écoutaient, t'as transformé plein de personnes, mais il y a aussi des gens qui devaient être en mode un peu aigri et puis qui se disaient putain, qu'est-ce que c'est que cette musique? Mais grave. J'en ai eu beaucoup. T'en as eu beaucoup quand même? J'en ai eu beaucoup. Après, ça a été... au début, en fait, comme je te disais, ça a été étape par étape. C'est-à-dire que ça a été déjà au niveau des régions. Et ensuite, c'est passé au niveau national. Donc, quand tu passes au niveau national, tu rentres sur les radios nationales. Du coup, tu commences à toucher un public qui n'est pas forcément sensible à ton style de musique. Forcément. Donc, tu vas... C'est beaucoup moins ciblé, quoi. C'est beaucoup moins ciblé. Toucher le grand public. Voilà. Donc, des gens qui ne sont pas forcément habitués à entendre des sonorités dancehall ou des sonorités soleil, comme on peut appeler ça. Un mec qui est fan de rock, tu ne vas pas le faire kiffer Colonel Riel, quoi, tu vois. C'est plus compliqué. Après, tu peux aimer les deux, je pense. Tu peux aussi aimer les deux. Mais après, voilà, un mec qui écoute de la techno ou autre, il ne va pas spécialement écouter ce que je fais. Et après, effectivement, quand tu l'entends 12 fois jour, etc., que c'est bombardé dans les radios, bon, ensuite, je peux moi aussi comprendre que ça puisse énerver certains. Même si moi, c'est pas quelque chose que j'ai fait, aller critiquer quelqu'un sur les réseaux, mais bon, je peux comprendre que certains aient été un petit peu dérangés d'entendre ça beaucoup, tu vois.
Mais Ah, après, surtout que je pense que c'est le lot de la célébrité. Oui, voilà, malheureusement. exactement. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on t'entendait vraiment beaucoup, beaucoup. Ouais. Ouais, donc ouais, je peux comprendre, quoi, tu vois. Ouais. Quand t'es pas spécialement habitué à ce style de musique-là, etc. Donc oui. Ouais, mentalement, ça te faisait rien. C'était pas en mode Non, dépression après, c'est ou- plutôt au niveau de la famille. Au niveau de la famille, quand. Je sais qu'une fois, on a dit que j'étais mort. Ouais. Hein. Sur les réseaux, on a dit, il y a une rumeur qui est partie comme quoi j'étais mort. Et ça avait percé, quoi. Quelqu'un avait Ouais, ça avait fait un partagé. buzz de fou. Ouais. Sur Twitter et tout, ça avait fait un buzz de dingue. Et donc là, dès que j'ai vu que ça a pris de l'ampleur, j'ai prévenu mes parents, si on vous dit qu'il m'est arrivé quelque chose, c'est pas vrai, etc. Machin. Et ouais, je me rappelle que le soir, j'avais un show. Et le mec qui gérait la prestation, il avait peur. Il est mort ou il va venir vraiment ou... Lui, Ah il bah pensait oui. qu'à sa soirée. Ah oui, il s'en bat les couilles. Ouais. Où est-ce qu'il est mort, là? Oh non. Et du coup, ouais, non, je suis arrivé le soir même sur scène. Et la première chose que j'ai dit, c'est je ne suis pas mort. Et là, c'était un truc de fou dans la soirée. C'était un beau souvenir, ça. Mais en vrai, c'est limite, c'est un bad buzz, mais à la fois un buzz quand même. Donc, ça fait parler de toi. C'est ça. Bah, Le- c'est un peu ce que je te disais sur Twitter. Sur Twitter, il y a un moment donné, je trollais beaucoup. Ouais. Et donc ouais, au final, tu joues avec ça, quoi. Je pense C'est toi qui tweetais, hein. Ouais. C'est pas quelqu'un à ta place, on est Non, d'accord. c'est moi, ouais. C'est que je pense qu'à l'époque, il y en a beaucoup qui se posaient des questions. Ouais, si, c'est moi. Et du coup, en fait, je pense qu'il faut avoir du recul. Je pense que si t'as pas de recul sur tout ça, bah, c'est compliqué, quoi. Ouais. Faut se dire que c'est juste de l'Internet. Et puis moi, comme je t'ai dit, avant Internet, j'allais sur le terrain et tout ça, tu vois. Donc j'ai toujours privilégié ce qui se passe dans la vie réelle, quoi. Après, ce qui se passe sur la toile, bon, voilà, quoi. Tu sais jamais qui tweet, en fait, Ouais. tu vois. Et souvent, quand tu te rends compte de qui tweet, tu te dis, bon, bah, en vérité, bon, son avis, en vérité, bon, il compte pas vraiment, quoi. Puis souvent, les haters, en showcase, t'en vois jamais. C'est que Non. des mecs qui sont trop contents d'être là. Ouais, et puis, showcase, il faut payer. Donc, si tu payes pour venir critiquer le mec, bon, là, c'est un peu relou. Parce que les showcases, ça marche comment? C'est-à-dire que c'est une boîte qui te contacte. Généralement, c'est des boîtes de nuit, peut-être des festivals. Bref. Festival ou Ouais. des mairies ou des Mairies. collectivités, ouais, ça dépend. Ils te disent, ouais, on aimerait. Pour eux, c'est un moyen de promotion pour la boîte de nuit, forcément. Ouais. Parce qu'ils vont pouvoir afficher ça sur leur réseau, dans les villes, en mode on reçoit Colonel Rayel. Et toi, en échange, tu viens et tu prends un cachet, quoi. C'est ça, en fait. C'est ça. Et tu fais ton show. Et je fais mon show et surtout, moi, j'ai remarqué qu'il y avait une incidence sur mes chiffres streaming. C'est-à-dire que avant de reprendre vraiment à fond les showcases, j'ai repris vraiment les showcases intensément après le Covid. Après Ok. le Covid, c'est vrai que je me suis aperçu qu'il y avait vraiment une demande de la part de la nouvelle génération. Et donc, le fait d'aller tous les week-ends en show, donc un week-end, tu es à Bordeaux, l'autre week-end, tu es à Lille. Et quand tu te déplaces, les gens, en fait, avant de te voir sur scène, ils révisent leur classique, entre guillemets, tu vois. Donc, ils réécoutent tes titres. Et je vois qu'il y a un effet, quoi. Il y a un effet, effectivement, quand tu te déplaces à Bordeaux, tu te rends compte que les chiffres vont un petit peu augmenter. Donc, effectivement, mes chiffres aujourd'hui en streaming, sur Spotify notamment, ils sont vraiment cool, quoi. Je suis presque à 1 million d'auditeurs mensuels. Ouais. Donc, je pense que c'est tout le travail de terrain que je fais qui porte ses fruits, quoi. C'est sûr. Aller voir les gens, comme je te disais, prendre une photo avec eux, passer du temps. Pour moi, c'est le plus important dans notre métier, quoi. Aller à la rencontre des gens. C'est beaucoup de nostalgie pour eux aussi, je suppose. Bon, je pense que c'est essentiellement ça, ouais. Ouais. Ouais, Mais ça leur rappelle une époque où ils avaient peut-être un peu moins de problèmes, ou peut-être quelqu'un, malheureusement, qui n'est plus là. Ça m'arrive aussi, dans les showcases, de voir des gens qui me parlent de quelqu'un, malheureusement, qui n'est plus là. Ou bien tu as des jeunes filles aussi qui ont dû avorter, malheureusement, qui se reconnaissent dans Aurélie. Donc ouais, c'est assez varié, ouais. Ouais, putain, c'est fou. Mm. Là, quand tu vois le sourire des gens, tu dois te dire, putain, incroyable. Comme moi, quand je vais dans des conventions où je vois des gens dans la rue, et je sais pas, c'est fou, tu vois. Parce que là, comme tu disais, 1 million sur Spotify, mais là, tu mets vraiment des visages sur des chiffres, tu vois. C'est ça. Là, tu te dis, putain, c'est du concret. Exactement, ouais. C'est pas des bots, c'est vraiment, il y a vraiment des gens qui écoutent ma musique, des gens qui sont là, qui se déplacent pour moi, qui payent plus cher. Et c'est aussi peut-être pour ça que tu te dis, là, je vais me donner à fond, quoi, sur la scène. Exactement, oui, c'est vrai que c'est assez fatigant, c'est assez contraignant de se déplacer tous les week-ends comme ça. En plus, le format showcase, tu chantes à 2h30, 3h du matin, donc tu es obligé de faire une petite sieste avant, etc. Mais une fois que je suis sur scène, j'oublie tout, quoi. Une
fois que je suis sur scène, j'oublie tout. Et surtout, moi, ce qui me fait chaud au cœur, c'est de voir des jeunes quoi, qui connaissent les chansons par cœur, alors que pour certains... Oui, parce que pour eux, il n'y a pas de nostalgie. Ouais, pour certains, ils étaient à peine nés, quoi. Bah oui, c'est pour ça. Donc ouais, ça fait 2010, 2011, maintenant, ils ont 14-15 ans, mais on va dire qu'ils avaient même 4 ans à l'époque. Tu te souviens même pas, c'est fou. T'as des jeunes de 18 ans, ça veut dire que ils n'ont pas vraiment connu ça. Peut-être avec les grands frères ou les parents. Ouais, et puis je pense qu'il y a aussi TikTok qui a pas mal joué. Ah, TikTok, ouais. TikTok, je pense que ça a pas mal aidé à toucher une nouvelle génération. T'es présent sur TikTok, toi ? J'essaye. Quand il y a... C'est très important, je pense. Ouais, c'est tout ça. Mais... tu sais, moi, j'ai monté mon label. Ouais. On en parlera peut-être un peu tout plus à tard. l'heure. Ouais. Mais c'est ce que je dis aux artistes avec lesquels je bosse. TikTok, aujourd'hui, la majorité des artistes qu'on découvre, on les découvre avec TikTok. Donc oui, c'est une plateforme aujourd'hui, je pense, qui a même surpassé YouTube. Donc oui, aujourd'hui, tu es obligé, ouais. Puis des fois, le fait de voir sur TikTok des extraits de tes showcases qui percent un peu. Ouais, ça fait plaisir. Il y a des gens qui s'ambiancent et qui sont en train de t'écouter, on te voit et tout. Wow, comment ça, il fait des showcases ? Après, les gens se renseignent. C'est ça. La promo, quoi. Ouais. En direct. Ouais. Non, TikTok, franchement, c'est un outil vraiment, un super outil quoi, aujourd'hui pour les artistes. Après avoir fait celui, toutes les nuits, Aurélie, est-ce que tu ressentais une pression en mode voilà, là, il se passe beaucoup de trucs pour moi, il faut que je fasse des hits, faut que j'aille en studio, faut que ça continue. C'est comme certains youtubeurs en mode faut que je fasse des vidéos et coûte que coûte. Oui. Est-ce que tu as cette pression là ? Ouais, t'as la pression de la maison de disques et puis tu sais quand c'est la maison de disques qui te met la pression pour faire des hits. C'est même pas toi qui te dis je vais. Si, d'abord c'est moi. C'est aussi un défi personnel. Tu vois, t'as la chance après tant d'années que ça fonctionne. Donc toi t'as qu'une seule envie, c'est que ça continue. Donc oui, déjà, tu as un défi personnel de te dire j'ai réussi 1 fois, 2 fois, 3 fois, je vais essayer de continuer comme ça. Mais oui, tu as aussi la maison de disques qui essaye entre guillemets, de maximiser à fond le fait qu'ils ont un artiste qui arrive à passer sur toutes les radios en même temps et donc essayer de faire passer un maximum de titres, de profiter du buzz pour essayer de placer le plus de titres possible, quoi. Donc peut-être qu'effectivement, il y a eu un peu trop de tentatives après Aurélie, celui et toutes les nuits, parce qu'après il y a eu des titres comme Ma Star, comme Dis-moi oui, comme Mets-toi à l'aise. Attends, laisse-moi juste chanter l'air. Tu es ma star, tu m'illumines dans le noir. C'est ça. Bravo, bien joué. oui, ma voix c'est catastrophique, mais tu vois, je me rappelle. C'est vrai que je l'avais oublié celui-là. Ouais. Ça, c'est arrivé un peu plus tard. Un peu plus tard, ouais. C'était sur l'album. Mais après, on a hésité entre Ma Star et Toutes les nuits à un moment donné. Mais on a choisi Toutes les nuits. Et Ma Star, il a été clippé, il a été bossé un petit peu après, ouais. Parce que quand tu fais un album, est-ce que tu te dis ce son-là, c'est sûr, ça a percé, et au final, c'est totalement un autre ? Ça arrive, ouais. Ça arrive. Puis, on parlait de Toutes les nuits. Pour moi, je te parlais de Doug qui a composé le titre. Moi, quand il me chante ça la première fois, je lui dis que c'est hors de question que je chante ça. Ah ouais ? Ouais, je lui dis je chanterai jamais ça, oublie. Donc ils ont dû batailler des semaines et des semaines avant que j'accepte de chanter, parce que tu sais, moi, comme je te disais, j'étais vraiment dans le dancehall un peu plus dur. Et donc pour moi, ça faisait un peu trop, un petit peu trop gentil, quoi, tu vois. Ouais. Et au final, je me suis forcé. T'as bien fait. Et j'ai bien fait, ouais. Aujourd'hui, c'est un des titres que j'apprécie le plus chanter, tu vois, sur scène, puisque tout le monde le reprend. Et ouais, c'est l'un des titres dont je suis le plus fier, ouais. Ouais, Toutes les nuits. Ouais. Ton classement, ton top 3 de tes sons ? Il y en a peut-être que... Ça se trouve, il y en a qu'on connaît pas. Ouais, il y en a peut-être que certains connaissent pas. Top 5, on va dire. Après, je dirais forcément celui. Ouais. Bon, celui Toutes les nuits, Aurélie, je suis obligé de les mettre dans les 3. Après, un que certains, je pense, connaissent un peu moins, c'est Ce qu'il reste de moi. Ce qu'il reste de moi, ouais. Ok. C'est un de mes titres préférés que j'ai sorti en 2016-2017. Donc juste 3-4 ans après, quoi. Ouais. Et du coup, je suis vraiment content de ce que j'ai écrit et comment j'ai bossé en studio sur ce titre. Et puis ensuite, qu'est-ce que je te dirais ? Je te dirais Aurélie 2. Aurélie 2 ? T'as fait Aurélie 2 ? J'ai fait Aurélie 2, ouais, qui est sorti il y a quelques mois de ça. Ok. Puisque c'est un titre qu'on me demandait énormément. À chaque fois dans la rue, on me demandait qu'est-ce qu'elle est devenue, Aurélie ? Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Et du coup, tu t'es dit, je vais faire un Aurélie 10 ans après, enfin même 12 ans après, où tu racontes l'histoire d'Aurélie, mais du coup, pas à 16 ans, mais à 30 ans, quoi. C'est ça. Je raconte ce qu'elle est devenue, ouais.
Je raconte ce qu'elle est devenue et en fait, j'en profite aussi pour traiter un autre sujet de société parce que sur la première version, c'était l'avortement. Et là, j'en ai profité pour parler des violences conjugales. Bon, malheureusement, Aurélie, elle n'aura pas eu une vie super facile, Là, oui. mais effectivement, elle a refait sa vie avec quelqu'un de violent. Et donc voilà, j'ai voulu profiter de la suite d'Aurélie pour parler de ça parce que je trouve que c'est un sujet qui est quand même pas assez traité, notamment en musique. Et donc, comme je te disais, je trouve que moi, il y a beaucoup de thèmes à aborder en musique et malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, on prend peut-être pas assez de risques dans la musique. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, moi, avec la suite d'Aurélie, parler des violences conjugales, quoi. Les amis, je vous mets le lien de redirection vers les plateformes d'écoute Yes. de Colonel Riel. Donc pour ceux qui veulent écouter ce qu'on parle là tout à l'heure, depuis tout à l'heure, Aurélie 2, celui, ça se trouve, il y en a, ils n'ont pas la rêve de tout Ouais, ça, ça se trouve, ouais. écoutent. Donc n'hésitez pas à checker en description du podcast ou de la vidéo YouTube. Si tu devais changer quelque chose sur ta carrière que tu as eu à l'époque, même maintenant, un truc où tu te dis putain ça j'aurais plutôt fait autrement. Ben ouais, c'est un peu ce que je te disais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que on a peut-être voulu sortir trop de titres, trop profiter du fait que ça fonctionne pour balancer des titres. Mais à mon avis, avec le recul aujourd'hui, je pense qu'il aurait peut-être fallu faire une petite coupure, quoi, parce que mon deuxième album, je te parlais du deuxième album que je travaillais dans le même studio qu'Indie Lab, le deuxième album, on l'a sorti 1 an après le premier. C'était peut-être un peu tôt. Il aurait peut-être fallu marquer une petite pause pour créer de l'attente. Ouais. Puisque, comme tu disais, on m'a beaucoup entendu, etc. Donc, je pense qu'il aurait peut-être fallu marquer une coupure et revenir ensuite avec un gros projet, quoi. Mais marquer une coupure, en tout cas. Donc, je pense que c'est ce que j'aurais peut-être fait. Ouais, parce que c'est vrai que se dire qu'il y a tellement de gens qui t'écoutent et que si tu postes direct un autre album direct, les gens vont se dire wow, on entend beaucoup là. C'est ça. Et ouais, je pense créer cette attente, quoi. Créer une attente, ouais, et puis créer la surprise et puis créer le retour, quoi, entre guillemets, tu vois. Avoir le morceau qui marque ton retour. Et ça, c'est vrai que je l'ai pas eu, puisque moi, le premier single de mon deuxième album, c'est Toi et moi. Et ouais, il est sorti dans la continuité des autres. Donc, il n'y a pas eu vraiment spécialement de coupure. Et donc, je pense que si je devais refaire quelque chose, ce serait ça, ouais. Si tu devais faire passer un message aux jeunes qui nous écoutent là, sur les plateformes d'écoute ou sur YouTube, qu'est-ce que tu leur dirais en message Les jeunes qui veulent faire de la musique ou en vrai, pourquoi pas, ouais, ceux qui veulent faire de la musique. Bah écoute, moi je dirais que bon, aujourd'hui, beaucoup plus qu'à mon époque, il y a des exemples de youtubeurs, d'artistes qui arrivent à vivre de leur musique. Donc parfois, ça peut donner l'impression que c'est facile, mais ça demande énormément de travail, tu vois. Tu es bien placé pour le savoir. Donc moi, je pense que le plus important, c'est de prendre du plaisir dans le travail. Pour moi, le succès, c'est pas forcément les récompenses, c'est pas spécialement les disques d'or ou les disques de platine. Oui, c'est vrai que ça marque effectivement un succès auprès du public. Mais pour moi, le vrai succès, c'est vraiment de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Pour moi, à partir du moment où tu kiffes, où tu es passionné, tu as gagné, puisque tu vois plus le temps passer, tu n'as plus l'impression de bosser. Et ça, c'est un luxe pour moi. C'est un luxe d'avoir une passion, d'avoir quelque chose qui t'anime, qui te motive. Ouais. Et je pense que quand tu kiffes vraiment ce que tu fais, à un moment donné, tu vas plus voir les heures passer. Tu vas bosser des heures et des heures. Et forcément, quand tu travailles, il y a des résultats. Donc, avant de chercher le succès, l'argent, le succès avec les filles, etc., avant de chercher tout ça, il faut chercher quelque chose qui te fait plaisir. Ça peut être faire des vidéos sur YouTube, ça peut être faire de la musique, ça peut être DJ, être sportif. Mais en tout cas, ce qu'il faut rechercher, c'est le plaisir. Passion, voilà, le plaisir dans son activité, quoi. C'est exactement ce que je dis aux jeunes aussi qui veulent faire youtubeur et qui me demandent comment faire et par quoi je pourrais faire. Et ce que je leur dis en général, c'est ça, c'est la passion avant tout. Ne pas être motivé par, comme tu dis, les récompenses ou même l'argent ou même, comme tu dis, les filles, la reconnaissance. Tu vois, non, faire ça pour le kiff parce que tu aimes faire ça. Et si tu aimes faire ça, tu vas pas forcément, comme tu dis, passer des heures. Et à un moment, ça va marcher. Ouais, je pense, ouais. Et voilà. Juste avant de passer à la suite des questions, j'aimerais qu'on fasse... c'est un petit moment en mode question fun et rapide.
Ok. tu vois, que j'ai préparé. Pas besoin de détailler, vraiment un truc simple, efficace, tu vois. Avec des trucs qu'on va voir avec la musique et d'autres peut-être un peu moins. Du coup, ton morceau préféré de toi, celui. Euh, je dirais ce qu'il reste de moi quand même. Ok. Ouais. Celui dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Un feat de rêve, vivant ou mort. Il est sur mon débardeur. Bob Marley. Ouais. Tu rêverais de faire un feat avec Bob Marley. Bon, après, je t'aurais dit Bob Marley ou Michael Jackson, quoi. L'un des deux. Allez, les deux. Du très très lourd, quoi. Voilà. Ouais. Et un français. En français, allez, Johnny. Johnny. Johnny, soyons fous. Un français vivant. Un français vivant, j'ai eu la chance de bosser avec Gims. Ok. Gims qui m'a écrit un titre à l'époque qui Il t'a s'appelle écrit quoi Coucou. Ok, c'est lui qui te l'avait écrit. Ouais, Coucou Bonne de Nouilles. À la base, c'est un titre de Gims. C'est toi qui l'avais contacté pour qu'il t'écrive. C'est la maison de disques, ouais. Ok, la la maison, maison de de disques. disques. Ouais, Player On. Playon, ouais. Playon Playon. avait contacté Gims. Et tu Ouais. vois, aujourd'hui, ils travaillent ensemble, Play2 et Gims. Et à l'époque, ouais, Playon avait contacté Gims pour qu'il puisse m'écrire un titre. Et donc, il est venu en studio à l'époque. Il m'a proposé 2 titres à l'époque. Il m'a proposé Coucou, Bonne de Nouilles. Et il m'a proposé un deuxième titre qui ressemblait un petit peu plus à ce que je faisais, qui ressemblait un peu plus à celui et toutes les nuits. Parce que lui, il doit s'adapter. C'est quand même différent son style et le tien. Donc, il doit s'adapter à ton style. Ouais. Et donc, il m'a proposé quelque chose qu'il avait fait qui ressemble un peu à ce que je faisais moi. Ouais. Mais ouais, on est parti plutôt sur Coucou, qui était un peu plus urbain, parce qu'à l'époque, on essayait de rentrer sur Skyrock, et donc on a choisi le titre de Gims qui était plutôt au format Skyrock. Ok. Et ouais, pour la petite anecdote, à l'époque, il est venu en studio avec son petit frère Dadju, qui n'était pas encore parti en solo. Donc ouais, c'était un beau souvenir de studio avec Gims et Dadju à l'époque. Ouais. C'est fou ça. Et je rebondis vite fait là-dessus, mais quand tu perces comme ça, est-ce que du coup, on te propose des feats un peu n'importe comment ou ça reste quand même un peu filtré? Oui, il y a pas mal de propositions. Il y a pas mal de propositions. Après, malheureusement, tu peux pas tout accepter. Moi, j'ai essayé d'en faire quand même pas mal. Mais oui, tu as beaucoup de propositions, que ce soit des featuring ou bien des apparitions sur des compilations ou autres. Mais après, moi, j'ai toujours privilégié le feeling. Donc, si le feeling passait bien avec la personne, j'y allais, quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, je travaille avec des jeunes artistes. Il y a un artiste que je produis qui s'appelle KZ, qui m'avait contacté sur Instagram. J'avais kiffé le son. On a fait le featuring. Aujourd'hui, il est signé sur mon label. Donc voilà, c'est vraiment le feeling, quoi. Ok. Et ça passe souvent par les maisons de disques ou c'est ils te contactent sur les réseaux ou par message? Ouais, ça passe quand même pas mal sur les réseaux. Ouais. D'ailleurs, Gims, il m'a envoyé un DM lors de la fête de la musique. Il m'a envoyé un DM, il m'a dit « Salut colonel, ça va ?» Donc je lui ai dit « Ça va et toi mon gars ?» Et ensuite, plus de réponse. Donc Gims, quand tu veux frérot. Hein. Ce serait beau, ouais. Ce serait beau, ouais. Vraiment très fort. Ouais, parce que c'est vrai que moi je suis très curieux de ça dans le milieu du rap. Est-ce que c'est comme sur YouTube pour les feats? Parce que nous sur YouTube, c'est vraiment un petit DM. Un petit WhatsApp, tu vois, en mode, est-ce que t'es chaud? Ouais, je pense qu'en vérité, tout le monde regarde ces messages. Hein. Ouais. Même si tu as 1 million d'abonnés, je pense que tu regardes un minimum. Donc ouais, on fait attention à ce qui arrive dans les DM. Ouais. Rémi, est-ce que t'as une chanson que t'écoutes en cachette? Écoute, moi je suis de la génération Club Dorothée. Ouais. Club Dorothée, je sais pas si tu as connu. Ouais, j'ai pas connu, mais je vois des gens en convention, tu vois, j'ai vu Anna, j'ai vu pas Dorothée, mais j'ai vu Hélène et les garçons, Patrick Puitbas. Ouais, c'est ma génération, ouais, c'est ce qui passait à la télé quand moi j'étais petit. Ouais. Et du coup, ouais, Dorothée, moi, quand j'étais petit, j'allais à ses concerts, quoi. Quand on faisait des concerts au Zénith et tout. Donc ouais, Dorothée, Okay. Je te dirais. T'écoutes encore de Ça temps peut en temps. en fait, c'est dans ta playlist aléatoire. Non, quand même pas. Quand même pas. Mais par contre, TF1 a fait une émission spéciale Dorothée la dernière fois et franchement, ça m'a. C'est vrai ça. Ouais, ça m'a fait quelque chose de revoir toutes ces images. Aujourd'hui, c'est vrai que le public me dit que je suis le chanteur de leur enfance. Moi, dans mon enfance, c'était Dorothée, quoi. Et Dorothée. Mais tu sais que moi, je t'envie. Hein. Quand je vois des gens de ta génération, voire plus vieux, qui me parlent à chaque fois du club Dorothée, mais je me dis, mais c'est fou. Ouais. Ouais, et puis on découvrait les mangas, quoi. Aujourd'hui, les mangas, c'est rentré un petit peu. Tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui suivent les mangas, mais à l'époque, c'était tout nouveau, quoi. Donc, quand Dragon Ball et Dragon Ball Z sont arrivés, c'était incroyable.
Bah oui, c'était j'en le feu. doute pas, ouais. J'en doute pas. Toi, t'aimes bien les animés, les mangas, tout ça? Ouais, bah moi je suis de la génération Dragon Ball, hein. J'avais Ouais. le manga Dragon Ball. C'est qui ton perso préféré? Bah, Piccolo. Non, peut-être Sangohan à l'époque, Cell. Ah, ouais, Ouais. putain. Ouais. Sangohan contre Cell, c'était quelque Ah, c'est chose. beau, ça. Ouais. Ça, on l'a Ah, vécu ouais. en direct en plus, nous, hein. C'était à l'époque, ça sortait directement, donc on l'a vu quand c'est sorti. Donc ouais, c'était incroyable. Ouais. J'en doute pas, ouais. Le plus beau compliment qu'on t'ait fait? Euh, Bah, que je suis. Enfin, ça arrive qu'on me dise que je suis cool dans la vie, quoi. Ok. Donc que je suis C'est quelqu'un vraiment de simple. Ok. Donc moi, franchement, ça me fait plaisir. Je trouve que c'est un compliment. Parce que ça reflète la réalité aussi. Ça reflète la réalité, je pense. Donc ouais, ça me fait plaisir quand on me dit ça, ouais. Et une critique qu'on t'ait déjà faite en mode oh, celle qui t'a bien piqué, tu vois. T'as un souvenir de ça? Même si c'est rare, hein, je suppose. Ouais. Bon, non. Enfin, les rares, en vrai, dans la vraie vie. Sur les réseaux, oui, t'en as forcément, mais dans la vraie vie, le fait que la personne vienne te voir pour te critiquer, c'est quand même assez rare. Non, après, bon, ça reste sur la musique. Ouais. Et donc, bon, il peut arriver, enfin, il est arrivé parfois qu'il y ait des personnes qui m'ont connu dans ma période un peu plus dancehall, un peu plus dure, comme je te disais, qui étaient un peu déçus, tu vois, un peu déçus que je fasse de la musique un peu plus ouverte, un peu plus commerciale, etc. Donc, ouais, il est arrivé que j'ai ces critiques-là, quoi. Ouais, ça peut faire un peu plus mal, quoi. Des gens que tu connaissais avant de percer, qui te critiquent parce que maintenant tu fais un truc différent. Voilà, ouais. Un plat que tu cuisines super bien. Un plat guadeloupéen, peut-être? Ouais, exactement, ouais. Le colombo. Ah, le Ouais. colombo. Ouais, le colombo de... Poulet colombo, c'est ça? C'est ça, le Oh là colombo là. de poulet, c'est une épice en fait, le colombo qui ressemble un peu au curry. Et donc ouais, tu fais ça avec du riz blanc. Oh là, je vois tes yeux quand t'en parles. Ouais, c'est bon, c'est bon. Le c'est- poulet colombo. Ouais, ouais. Ouais, ça doit être masterclass. Mm. Un film ou une série qui t'a marqué? Bah, y a un film qui m'a beaucoup marqué. Et avec le recul, tu te dis que franchement, quand on était jeune, parfois on est tombé sur des films qui n'étaient pas forcément recommandables. Oula. Ouais, il y a un film qui s'appelle Menace to Society. Ok, je l'ai C'est pas un vu. film de gang aux États-Unis, etc. Donc beaucoup de violence, d'armes à feu, etc., de drogue. Et je regardais ça quand j'avais 10 ans, quoi. Et donc, tu sais, t'as 10 ans, tu regardes ça, bon, t'es un peu fasciné, quoi. Tu comprends pas tout. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis que bon, voilà, c'était. Et c'est un film qui a marqué toute une génération, tu vois. Il y a beaucoup de rappeurs qui ont fait des références à ce film, qui ont fait des références aussi à des films comme Scarface. Donc, c'est vrai que dans les quartiers, on a grandi avec beaucoup de films comme ça. Ouais. Et avec le recul, je me dis que bon, c'était pas forcément des super références, quoi, tu vois. Ouais. Ça a peut-être influencé Ça a été certains. influencé par des gens, quoi. Voilà, ça a peut-être influencé ouais, certains à suivre un chemin qui est peut-être pas recommandable, quoi. Donc, Ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Si t'avais pas fait de musique, qu'est-ce que tu ferais là actuellement en 2025? je pense que je serais retourné peut-être dans le social, je pense. Puisque, ouais, comme je t'ai dit, mon premier taf, c'était animateur avec les jeunes. Donc ouais, encore une fois, le contact humain. Donc peut-être que ouais, je serais peut-être retourné dans le social, ouais. Est-ce que c'est un truc qui pourrait te faire kiffer, mais genre animateur en camping? T'es Ouais, le mec, le polyvalent en camping qui va faire à la fois le DJ, à la fois qui va animer la journée, à la fois qui fait la piscine là avec les vieux. pourquoi pas, écoute. Tu Ouais. sais, quand t'es animateur avec les jeunes, tu fais un petit peu de tout, hein. Oui, c'est vrai. Donc ouais, animateur, je pense, en camping, ça doit être à peu près la même chose, hein. Et enfin, ton meilleur souvenir sur scène, en showcase ou n'importe quand, tu vois, ton meilleur souvenir. Bah, l'un de mes meilleurs souvenirs, c'est ouais, la fête de la musique Taratata, dont je t'ai parlé tout à l'heure, en Belgique, à Bruxelles, devant 100 000 personnes. Donc, ouais, le fait Ouais, qu'il c'est y ça, ait, ouais, le fait qu'il y ait 100 000 personnes, déjà, c'était incroyable. Et ouais, diffusé en direct à la télé devant des millions de téléspectateurs, ça, c'était fou. T'as réussi quand même à ce moment-là à être bon. Ouais. Bah, Quand après, tu t'es regardé après, tu t'es dit, ouais, c'était pas mal. j'aime pas trop me regarder. Ouais, moi non plus. Je déteste ça. Mais bon, là, vu que c'est exceptionnel, tu vois, je me Ouais. dis peut-être que. Non, après, ouais, non. Je pense qu'avec avec les années, tu remarques les erreurs que tu as faites plus jeune. Donc, ouais, je pense que si je devais refaire la prestation, je la referais peut-être mieux. Puisqu'avec le temps, tu t'améliores. Mais non, c'est un souvenir incroyable, quoi, que je garderai gravé à vie. Avant de parler
de toi du présent, là, actuellement, 2025. Qu'est-ce qui s'est passé, petite parenthèse, hein, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les années Aurélie, tout ça, et maintenant? Bah écoute, toujours la musique. Ouais. Toujours la musique. Donc j'ai monté mon label de production, Boomas Production, En quelle année? il y a 3-4 ans. Ok. Donc je fais du développement de jeunes artistes. J'essaye d'aider les jeunes artistes à se structurer. Donc on leur sort des singles, des projets, des EP, des clips, etc. Donc ça a été mon plus gros projet. Et puis c'est vrai qu'après le succès, j'ai eu une période quand même difficile. Ouais. On ne parle pas souvent de la santé mentale chez les artistes ou chez les personnalités publiques, tout simplement, parce que c'est vrai que quand tu réussis, etc., que... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors que avec la pression, le stress qu'il peut y avoir, etc., l'exigence... Mais la célébrité, c'est quelque chose que, les amis, c'est vraiment. Alors, encore, moi, c'est à moindre échelle, mais toi, c'est énorme. Donc, tu vois, ça se contrôle pas, ça s'apprend pas. C'est spécial, la célébrité. Donc, en plus, t'as ça du jour au lendemain, presque. Ouais, Tu vois? ouais. C'est arrivé en même pas un an pour toi. Mm. Donc, c'est assez bizarre, ça. Tu deviens célèbre d'un coup, après, ça s'arrête, ça revient. Enfin, Moi, la période célébrité, franchement, ça a été, parce que j'étais bien entouré. Et comme je te disais, je me suis un peu renfermé sur moi. Donc, bon, je me suis assez préservé quand même. Mais là où ça a été plus difficile, c'est quand tu passes plus en radio, quand tu passes plus en télé, que ta famille te demande pourquoi tu n'es plus diffusé, etc. Tu sais pas trop quoi leur répondre parce que toi-même, tu sais pas trop pourquoi. Quand ça marche moins bien au niveau des ventes d'albums. Donc là, oui, il y a une période où c'est difficile, où tu te poses des questions. là, c'est en quelle année, ça, cette période-là, pour toi? À partir de 2014, on va dire. Ouais, à partir de 2013-2014, ouais. Jusqu'au Covid, hein. Jusqu'au Covid, où là, il y a un rebond d'intérêt de la part de la nouvelle génération. Mais de 2014 à 2020, ouais, je passe 5-6 années compliquées. Puisque Ok. tu passes plus en radio, tu passes plus en télé. Du coup, tu as moins de droits d'auteur. Puisque les artistes, ils sont rémunérés de plusieurs façons. Mais l'une des rémunérations les plus importantes, c'est les droits d'auteur quand tu écris tes textes. Donc, tu as la SACEM qui te rémunère. Mais fatalement, quand tu passes plus en radio, la SACEM te rémunère moins, quoi. Ouais, parce qu'en fait, quand tu passes en radio, tu es payé au nombre de fois que tu passes, en fait, c'est ça, hein. C'est ça. Parce que la radio, forcément, ils diffusent quelqu'un, donc il faut qu'ils payent des droits d'auteur. C'est ça. Ils payent la SACEM. Ils payent la SACEM, Et voilà. ensuite, c'est la SACEM qui fait la répartition des droits Exactement. selon les compositeurs, les auteurs, etc. Et donc, fatalement, oui, plus tu passes, plus tu seras rémunéré. Et donc, dans le sens inverse, c'est la même chose. Donc, C'est ce qui te rapportait le plus, la radio, à l'époque? les droits d'auteur, oui. Droits d'auteur. Les Ouais. droits d'auteur, quand ça fonctionne vraiment bien, quand tu passes vraiment beaucoup en radio, c'est ce qui rapporte le plus aux artistes et aux compositeurs, de loin. Et pour les artistes, beaucoup plus que les showcases ou autres. C'est vraiment les droits d'auteur qui payent le plus, ouais. Mais l'avantage avec les plateformes d'écoute, c'est que maintenant aussi, ça te permet aussi d'avoir des revenus en plus, quoi. Quand tu dis que tu as 1 million d'écoutes par mois, ça reste quand même... c'est cool, quoi. C'est cool. Après, le streaming aujourd'hui, il est pas du tout au niveau de la radio et de la télé, Ah ouais. au niveau de la rémunération. Ça, on va dire que pour un stream, tu touches 0,00001 euro, quoi. Donc je sais qu'il y a pas mal d'instances qui sont en train de se battre pour que les artistes soient mieux rémunérés sur le streaming. Mais non, il y a rien de mieux que la radio et la télé au niveau des droits d'auteur. Après, bon, il y a l'étape aussi cinéma. Quand tu arrives à placer une chanson dans un film, là, c'est encore mieux. Genre Yann, c'est avec un petit truc en plus. Voilà. Tu penses qu'il a Voilà. pris... Je pense qu'il Pas a... mal. Ouais. Oh, putain, ouais, sa musique, elle avait déjà bien buzzé. Ça s'arrête, et bam, ça revient direct avec... Ouais, quand tu arrives à placer un titre au cinéma, c'est fort. Moi, j'ai un pote, Lucenzo, qui a placé donc Dancer Kuduro sur Fast and Furious. Et donc, incroyable, quoi. Tu arrives à placer un titre sur Fast and Furious. Putain, dans c'est sa la folie, quoi. Kuduro, putain, la musique de fou. Passé en Peu de boîte gens de savent nuit, que c'est un mec de Bordeaux. Lucenzo, c'est un mec de Bordeaux. Ok. Et donc, c'est lui qui a composé la musique Dancer Kuduro, Mais qui s'est retrouvé. Tu sais comment on l'a contacté? Parce que Fast and Furious, qu'est-ce qui s'intéresserait à un mec de Bordeaux? Bon, ça a été un peu comme moi, progressif. C'est-à-dire qu'à la base, le titre, il avait fait, il me semble, avec Big Ali. Ouais. Donc, ça avait cartonné en France, etc.
C'était l'air, attends, j'essaie de la faire, tu me dis si c'est ça. Oh, et oh, et oh. C'est ça. Oh, et oh, et oh. Ouais, Je l'ai. ouais c'est ça, Ouais, parfait. C'est Incroyable. du yaourt, mais Ouais. au moins, je pense que les gens vont comprendre Ouais, avec ça. ouais. Non, bah c'est. Ouais, il Peut-être a que fait t'as la fait. première version. Il l'a tué la musique. Il l'a tué dans Non, ce coup mais de c'est roue. reconnaissable. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Non, oui, il a fait une première version avec Big Ali. Ouais. Et ensuite, il y a l'artiste Don Omar, qui est un boss du Don reggaeton. Omar, ouais, je connais, ouais. Le boss du reggaeton avec Daddy Yankee, qui est tombé dessus, je sais plus trop comment. Il devait faire un remix en France, je sais plus trop comment ça s'est passé. Donc, il a fait le remix avec Don Omar. Et là, ça a été un hit en Amérique du Sud, en Amérique latine, Oh là là. partout. Et ça s'est retrouvé effectivement sur la bande Quand la tu bande perces originale. là-bas, c'est fou, hein, parce Ouais. que là, il y a du monde là-bas. Ouais. Ah, c'est des chiffres de dingue. Hein. Ah, c'est beau. Ouais, comme quoi, en musique, putain, il suffit d'un petit truc, quoi. C'est ça, un petit mec de Bordeaux. Et puis, il y a un petit mec du Mans aussi, Willy William. Willy William. Qui a fait un hit interplanétaire aussi avec Mi Gente, Ouais. J Balvin. Mais Willy William, c'est pareil, c'est les années 2010, ça. C'est ça. Et lui, il a eu une étape aussi collectif métissé. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais il a Il fait était au collectif ouais, métissé. il a fait partie du collectif métissé pendant un moment. Ensuite, il a volé de ses propres ailes. T'as l'air Mirante. Ouais, l'instru. Ton, 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 ton. Mi Gente. Oh là là. Bah ouais, l'instru, en vrai, il n'y a pas Ouais. besoin d'air, c'est juste l'instru, elle est marre. Ouais. Voilà, c'est bon, j'ai. Et Oh ouais, là un là petit- là là. ouais, pareil, un petit mec du Mans qui fait un hit, interplanétaire, quoi. Donc c'est fou. Ok, c'est fou, ouais, j'avoue. Comme C'est tu vrai dis. qu'au niveau France, on a la barrière de la langue. Donc quand tu es un chanteur français, pour arriver à l'international, c'est très difficile. On parlait d'Indila qui a réussi à le faire, mais ça reste très rare. Il y a Stromae qui a réussi aussi, Aya Nakamura aussi. Mais tu as la barrière de la langue, quoi. Donc, Toi, t'as senti que t'avais quand même une communauté hors francophonie ou... celui, il est un petit peu tourné en Allemagne. Ok. Mais on a fait une version anglaise pour que ça puisse passer plus facilement en radio en Allemagne. Mais après, c'est vrai que pour les artistes francophones, c'est difficile de se faire connaître hors de la francophonie, quoi. Donc quand tu réussis, c'est vraiment un exploit de ouf. On réussit avec nos Gims DJ. un peu, peut-être aussi. Gims aussi, ouais. Gims aussi. Je crois Là- qu'il est numéro 1 en Géorgie, là, en ce Ouais, moment. tu vois, Ouais. c'est fou. Ouais. Là, j'ai vu un artiste, là, dans sa stratégie, je trouve ça incroyable, c'est Morad. Ouais, En Espagne, c'est ça, hein, je crois, ouais. qui du coup, là, en France, il a pris un hit qu'il a remixé avec Gims, là, c'était Seiya, je crois, Ouais. qui est assez connu, enfin, Mm. très connu même. Mm. Et du coup, ça permet de mettre son nom dans le top 50 France, tu vois. Il se dit, même avec Jul, il a fait un son avec Jul. Tu sais, il va voir les Français les plus connus, il fait un petit feat avec eux. Vu que lui, c'est le boss en Espagne, hop, ça met son nom dans le top 50 France, hop, il se fait connaître. Puis les musiques espagnoles, tu vois, ça a quand même une vibe où en France, ça marche bien. Alors Mm. que les musiques françaises en Espagne, peut-être Ouais. un peu moins. Ouais, non, c'est clair. C'est Après, c'est différent. vrai que le marché francophone, c'est un gros marché. Ouais. Donc oui, je pense que ça intéresse de plus en plus les artistes étrangers. Je sais que dernièrement aussi, il y a Burna Boy du Nigeria qui a fait un remix d'un titre qui a marché ici de Joey Doit Filet, 4 Campé. 4 Campé, bah oui, ouais. qui est dans le top 50 Ouais, aussi, ouais. là. Donc, Qui redescend un peu parce que ça fait déjà un petit peu de temps, là. Mais... Mais ouais, donc ouais, le marché francophone, il n'est pas négligeable. Et je parlais de barrière de la langue. C'est vrai que nos DJ français, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas cette barrière de la langue. Donc, ils arrivent plus facilement à s'exporter, David Snake, Guetta, DJ Snake, etc. Martin Donc, Solveig, Bob Sinclair, tout ça, ouais. mais ouais, c'est plus difficile pour les chanteurs. Ouais. J'en doute pas, ouais. Donc, revenons à nos moutons. La période 2014-2020, assez compliquée. Le confinement, ça se passe comment pour toi? Confinement, moi je le vis bien, hein, puisque comme je te dis, moi je suis quelqu'un d'assez casanier, donc je le vis assez bien, et puis ça me permet de me concentrer. Tu restes en France ou tu Ouais, je reste en France, et puis je travaille sur un projet qui sort en 2020. Ok. Donc ouais, ça me permet de me reconcentrer à fond sur la composition, sur l'écriture, etc. Donc ouais, le confinement. Tu le vis bien. Ouais, je le vis Chill. bien, ouais. Je le vis bien, et puis comme je te dis, ensuite, c'est là, à la fin du confinement, quand les discothèques rouvrent et qu'on peut de nouveau sortir, que là, je constate que oui, il y a un engouement, il y a une demande de la part du public, ouais. Ouais, le second souffle quoi, qui arrive avec la jeune génération et même les anciens, parce que je pense que moi j'ai 30 ans, mais voilà, confinement, j'avais 25-26 ans.
tu peux encore aller en boîte à cet âge-là. Ouais. Donc, ouais, tu mélanges, comme tu disais, hein, la nouvelle génération et les gens comme moi qui ont été bercés par ta musique. Hein. Et là, tu te dis, putain, mais incroyable, quoi. En showcase, l'engouement est fort, et fort, et fou. Et ça me permet aussi de m'amuser, de sortir de chez moi. C'est le week-end, je kiffe. Donc, ouais, et ça continue jusque maintenant, là. Jusqu'à maintenant, ouais. Pour moi, c'est carrément une deuxième jeunesse, quoi. Puisque parfois, je me retrouve sur des scènes où l'ambiance est encore plus dingue qu'en 2011, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est une chance de dingue, quoi. Et je compte en profiter Encore longtemps. si le public le permet, quoi. Et que tu es en forme. Parce que je suppose qu'animer des scènes en showcase, c'est quand même, ça demande un peu d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie, ouais. Il y a des vidéos de ça. J'aimerais trop, peut-être moi, faire une vidéo où toi, un vlog, tu sais, quand tu vas en showcase, tu sais. Moi, je serais trop curieux de savoir comment ça se passe. Bah, la prochaine fois que je suis dans le coin, je te dirai. Ouais, tu me dis. Ouais, avec plaisir. On se fait une journée avec l'honneur réel en mode showcase. En plus, j'ai fait un gros festival l'été dernier, le festival de Bobital. Je sais pas si ça te parle. Bobital, oui. C'était incroyable. Je suis passé juste avant Chantal Goya. Ok. Donc, ouais, il y avait, je crois, 40 000 personnes ou 50 000 personnes. Et incroyable. Tu t'es pas dit, qu'est-ce que je fous là? Tu t'es dit, c'est juste, vas-y, putain, mais les gens, mais tout le monde se rappelle de moi, let's go, quoi. Après, bon, j'étais pas, tu sais, comme je t'ai dit, il y avait Chantal Goya, il y avait plusieurs autres artistes, donc les gens viennent pour un plateau d'artistes. Mais effectivement, ouais, c'est un truc de fou, quoi. Ceux qui gèrent les festivals, en général, ce qu'ils veulent, c'est toucher un maximum de gens, donc prendre des artistes qui vont toucher un maximum de population, quoi. Ouais. Non, mais c'est dingue de voir 40 000 personnes, 15 ans après la sortie des chansons, continuer à chanter, quoi. C'est fou. Donc, on l'a dit tout à l'heure, tu es né en 84, donc ça veut dire que tu viens d'avoir 40 ans. Ouais. Tu vas sur tes 41. C'est ça. Est-ce que pour toi, tu as réussi ta trentaine? Je pense, oui. Ouais. Je pense que oui. Parce que la trentaine, c'est quoi? Parce que moi, j'arrive dedans, là. Ouais. Donc, pour moi, la vingtaine, c'est vraiment là où tu te forges, tu t'apprends à te connaître, t'écoutes les gens au maximum pour essayer d'avoir de l'XP. Et la trentaine, pour moi, c'est quand même commencer à mettre en application, commencer à rentrer dans un sujet un peu plus sérieux, que ce soit en termes de taf, en termes de vie perso. Malheureusement, la vie perso, c'est compliqué parce que avec le taf, ça me prend beaucoup de temps. Ouais. Mais j'essaye. Et toi, ouais, ça l'a fait. Tout s'est bien passé. Ouais. Écoute, j'ai pu concrétiser mes envies. J'ai pu justement asseoir au niveau professionnel ce que je voulais faire. Ouais. Donc après, effectivement, comme tu le dis, au niveau perso, c'est plus compliqué. Ouais, c'est toujours compliqué. Bon, déjà, effectivement, tu n'es pas peut-être tout le temps disponible. Ensuite, le fait que tu sois une personnalité publique, tu dois faire attention où tu sors, etc. Quand tu sors, tu dois prendre des dispositions. Donc, trouver une personne qui comprend ce style de vie, c'est compliqué aussi. C'est compliqué. Donc, le nombre de dates, moi, où on me reconnaît, enfin le nombre, j'abuse. Hein. Mais des dates à l'époque où on me reconnaissait et la fille me dit, en rentrant chez elle, en message, désolé, mais je suis pas d'un mec connu, quoi. Ouais. Que j'avais pas dit avant. Et du coup, la célébrité, ça peut faire fuir et c'est normal aussi parce que c'est spécial, c'est très spécial, quoi. Je pense que dans ces cas-là, le mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui t'a connu avant. Voilà. Ça, je pense que c'est le meilleur schéma, quoi. Quand tu as quelqu'un, que tu arrives à garder quelqu'un qui t'a connu avant, qui te connaît pour la personne que tu es. Que tu es vraiment. Avant. Ouais, je pense qu'il n'y a pas mieux, quoi. Tu arrives à filtrer, toi, les gens qui viennent te voir, si c'est parce que tu as du buzz, parce que tu as de la notoriété, parce que ça, ou parce qu'ils viennent vraiment pour toi, Rémi? Écoute, franchement, la question... Avec l'expérience, normalement, tu es un peu plus à l'aise, mais c'est vrai que c'est toujours bizarre. Non, après, la question, elle se posait plutôt à l'époque, à la grande époque, où effectivement, quand je dis grande époque, vous m'avez compris, hein, quand ça marchait vraiment beaucoup. Donc là, effectivement, après, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, puisque tu sais bien évidemment qu'il y a des gens qui viennent pour ça, quoi. Donc toi-même, peut-être que tu te mets une carapace, quoi. Donc je pense que c'est difficile. Ouais. C'est difficile et c'est compliqué. Hein. Je pense que c'est quelque chose. On n'a pas les clés. On n'a pas les clés, ouais. Malheureusement, ouais. C'est comme ça. Rémi, 2025,
C'est quoi cette année pour toi? Bah, écoute, 2025, c'est continuer à travailler sur les projets de mes artistes sur mon label. Ok. Donc, ils vont quasiment tous sortir un projet, que ce soit EP ou album. Donc, on est en train de finaliser tout ça en studio d'enregistrement. Et à titre personnel, j'aimerais aussi sortir moi aussi un projet. Donc, le dernier projet que j'ai sorti, donc, c'était une compilation, je t'en ai parlé, c'était pendant le Covid en 2020. Ouais. Donc, ça fait 5 ans maintenant et je trouve que c'est le bon moment, quoi. C'est le bon moment. Ce sera l'occasion de mettre les titres que j'ai faits ces dernières années, les featuring que j'ai faits. Donc, les derniers morceaux que j'ai sortis ces dernières années, plus des inédits. Donc voilà, je pense que cette année, c'est la bonne année. Je le sens bien. Je trouve que le moment est bien choisi. Ouais. Et donc cette année, il y aura un nouveau projet. Ouais. Et puis même en showcase, ça doit être pas mal après de mettre des sons qui sont pas encore sortis, tu vois, de teaser, de chanter sur autre chose que les chansons. Ouais, bah, je te parlais du festival Bobital l'année dernière. J'ai profité de ce festival-là pour sortir Aurélie 2 ce jour-là. Donc, okay. Donc ouais, le fait de sortir une chanson en exclusivité devant un public, ouais, c'est kiffant, je pense. C'est kiffant. Et puis ouais, donc nouveau projet cette année. Et, on charbonne, quoi. Tu sais quel moment de l'année ou... Peut-être fin d'année, ouais. Parce que là, on arrive quand même, l'été va arriver à grands pas. Je pense que fin d'année, ce sera bien, ouais. Et comme tu dis, tu as fait ton label. Est-ce qu'il y a un site internet, un réseau sur Insta, peut-être qu'ils sont présents Insta, pour savoir, ouais. Pour les gens qui veulent checker? Sur Insta, c'est Boomaz Production. Ok. Donc, comment tu dis? Boomaz, Boomaz. Ok. Plus loin, production. Donc, okay. Vous pouvez voir je vous mettrai en description, les gars, vous inquiétez pas. Yes. Boomaz Production. Ouais. Vous pouvez voir tous les artistes que je produis, quoi. Boomaz, parce que mon premier projet solo, c'est une mixtape que j'avais sortie en 2008. Wow. Et c'est une mixtape que je vendais à la main à l'époque aux puces de Clignancourt. Donc, tu sais, les mecs, tu vois, les mecs qui vendent des CD à la main. Ouais. Je faisais partie de ces mecs-là à l'époque, en 2008, où je vendais mes CD à la main. Donc ouais, Boomaz Mixtape à l'époque. Et aujourd'hui, mon label, c'est Boomaz Production. Ok. Et comment ça se passe, la création d'un label? Bah écoute, c'est une création d'entreprise. Ouais. Simplement. Et puis après, moi, je travaille avec les artistes avec qui ça colle niveau humain. C'est-à-dire que même si un mec est super talentueux, si ça colle pas humainement, si y a pas d'affinité spéciale, on va pas forcément bosser ensemble, quoi. Okay. Pour moi, c'est vraiment très important l'aspect humain, encore une fois. Ouais. Ok. Donc là, tu as 2 artistes. En tout cas, t'es venu avec 2 artistes au local, là, qui sont du coup derrière. Je suis venu avec KZ, qui va sortir son projet cette année, qui s'appelle L'Averse. Ok. Et je suis venu avec Anja, une jeune artiste avec laquelle on est en train de commencer à bosser. Là, actuellement, tu préfères être quand même... C'est quoi ta partie préférée? C'est les showcases, c'est la scène, ou c'est quand même... je sais pas, ça dépend peut-être du mood ou de ta période, mais là, c'est la créativité, la gratte. La gratte, c'est écrire des textes. C'est quoi, là, actuellement, ce que tu préfères? Non, moi, ça restera toujours la scène. Ouais. Après, l'écriture, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, parce que partir de zéro et réfléchir à un thème de chanson, trouver la musique, et arriver jusqu'au bout du processus de création, c'est vraiment... c'est super satisfaisant et j'aime vraiment ça, quoi. Et surtout, tu sais, quand tu trouves l'idée de la chanson, tu te dis, ah, ça, c'est un thème qui n'a pas forcément été abordé, que tu trouves l'idée, que tu trouves l'angle. Ça, c'est vraiment satisfaction, quoi. Ouais. Mais après, ouais, ça restera toujours la scène. Et puis, je prends aussi beaucoup de plaisir à produire. Aujourd'hui, dans la peau du producteur, je me sens un petit peu comme un entraîneur de foot, tu sais, qui a été coach. Ouais, qui a été footballeur avant, et qui aujourd'hui prend prend du recul et puis donne des conseils, quoi, fait profiter. Qui transmet son savoir, quoi. Voilà. C'est l'objectif. Ouais, j'aime faire ça. J'aime me retrouver avec les artistes en studio, et puis quand ils sortent leur propre projet, bah, je suis fier, quoi, comme si c'était le mien, quoi. Quand il y a un de mes artistes qui sort son clip, c'est comme si c'était le mien. Et, c'est une famille, quoi, en fait. C'est ça. Ça crée une famille. Ouais. C'est beau. La famille Boomaz Production. T'en penses quoi de la musique actuelle en France? Parce que c'est vrai, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de polyvalence, que ce soit dans le style, mais aussi chaque artiste, des fois, maintenant, est capable de sortir des styles différents.
Bah écoute, c'est vrai qu'en France, on a toujours beaucoup suivi ce qui se passait, notamment aux États-Unis. Oui. Donc moi, je viens de la génération rap français où j'ai grandi avec Booba, avec NTM, IAM, etc. Donc à cette époque-là, ils suivaient un petit peu ce qui se faisait au niveau des États-Unis, au niveau des instrus, des prods, etc. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que les rappeurs actuels, quand tu entends leurs sons et que tu entends les sons qui fonctionnent aux États-Unis, il y a quand même certaines ressemblances. Donc ouais, moi j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup ce qui se fait en rap français, en dancehall bien sûr, en zouk, la musique de chez moi. Ouais. Donc les sorties de projet, c'est le vendredi. Tous les vendredis, j'essaye d'écouter ce qui sort. Je sais qu'aujourd'hui on est vendredi, donc il y a Ouais Renoir qui sort. Ah oui, Donc ça, je sais que je vais l'écouter. Il y a La Fouine aussi qui sort un projet. incroyable. Donc ouais, ça, je sais que je vais écouter. J'essaie vraiment d'écouter tous les Il a vendredis. sorti un truc La Fouine il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai vu dans le Planète Rap et bon, La Fouine c'était mon rappeur préféré vraiment 2008 quoi, comme tu disais tout à l'heure. Mm. Incroyable. Mais c'est vrai qu'il avait ressorti un truc il n'y a pas si longtemps où il avait carrément cité Inox Tag dans un de ses chansons, j'étais trop content. Ouais. Et là il ressort un truc. Il sort un projet, ouais. Là, il a fait Bercy avant-hier. Ok. Il a fait 2 Bercy de suite. Wow. Et là, il sort un projet surprise. Il a annoncé un album surprise lors de son Bercy. Et ça sort aujourd'hui, ouais. Donc ça, ouais, je vais Et oui, forcément j'ai vu écouter, ouais. un clip sur TikTok où il est avec Zao là et ils chantent leur Ouais. une chanson. Et je crois que là, sur son nouvel album, il y a un feat avec Nino. je Oh, crois, ouais. ok. Donc ouais, je vais écouter ça. Ouais. J'essaie d'écouter tout ce qui se fait, tout ce qui sort. Par plaisir et puis aussi pour faire de la veille, je suppose. Aussi, ouais. Ouais. Comme nous les youtubeurs quoi. On regarde des vidéos par plaisir, mais nous quand on regarde les vidéos aussi, on fait gaffe à comment c'est tourné, Mm. c'est quoi l'OP, quelle caméra elle utilise. Toi, Ouais. c'est un peu aussi ce style-là, tu vois. Quand tu écoutes une musique, tu dis putain la prod, ok. Ouais, bah grave. Et puis, tu sais, nous, on est artistes, mais avant tout, on est des fans. Donc, on est des fans de cette musique-là. Donc on kiffe. On kiffe écouter ce qui se fait. On kiffe écouter les prods, les titres, les featuring, etc. Donc, oui, on reste avant tout des fans de cette musique-là. Donc, en tout cas, moi, à titre personnel, j'aime écouter ce qui se fait, ouais. Et si un jour on te propose de faire autre chose que de la musique, par exemple dans le cinéma ou des animateurs radio, animateurs de télé ou un truc différent, qu'est-ce que ça pourrait te convenir ou c'est des choses non tu... Ouais, pourquoi pas. Peut-être animateur radio. Ouais, ça te ferait Ouais. kiffer ça? Peut-être animateur radio. Animer genre une libre antenne ou Ouais. Parce qu'encore une fois, Enfin, t'es en contact direct avec les gens, quoi. Donc ouais, tu donnes la parole aux gens, t'échanges avec eux. Donc ouais, ça peut-être que ça pourrait me plaire. Et cinéma aussi. Ouais. Cinéma, tu sais, quand t'es chanteur et que tu fais des clips, même si bon, ça n'a rien à voir, parce que acteur, c'est un métier, ça s'apprend, tu prends des cours, etc. tu t'habitues aux caméras quand même. Mais tu t'habitues aux caméras, et puis ouais, c'est quelque chose qui me plaît, d'être devant la caméra. Donc pourquoi pas un jour, ouais. C'était dur au début les clips? Ouais, je sais que sur le clip de celui... C'est le premier clip que t'as fait celui? Ouais, le premier Ouais. clip officiel. Avant, j'avais fait des vidéos freestyle, etc. Machin. C'est dur d'être à l'aise hein, quand t'as les caméras et qu'on te dit fais ça, fais ça. Ouais, Et en plus, tu dois faire du playback sur ta chanson aussi pour que ça aille avec c'est ça. Et puis, ouais, quand t'as pas d'expérience, c'est comme tout. Hein, quand t'as pas d'expérience, que tu débutes, tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas trop comment te positionner. Donc ouais, c'était mon premier clip. C'est toi qui as eu l'idée du clip ou c'est... Bah, en fait, le clip, il y a eu 2 versions du clip. Ok. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit tout à l'heure, celui, au début, il y a eu un succès local. Ouais. Donc, on a fait un clip à petit budget. Ouais. Et puis, dès qu'il est entré sur Énergie, on a été en Guadeloupe tourner ouais, un le vrai clip truc. que vous connaissez. Ouais. Ouais, Mais il y a eu une première version avant qui n'est incroyable. jamais sortie. Qui est jamais sorti. Et qui sortira jamais. Ah merde, putain, je voulais une exclue. Ah, parce que c'est vraiment cata. Ouais, non, c'était pas C'est ouf. que tu pourrais faire un react de ça. Ouais, après, c'est une idée. Peut-être que, ouais. Moi, je pense direct YouTube parce que je kiffe trop, mais genre, tu fais une chaîne YouTube où, je sais pas, tu racontes des anecdotes, tu fais des réacts des trucs, je sais pas, de tes premiers sons. Hmm. Ouais, Après, ouais. faut kiffer, c'est un délire Ouais. spécial. Ouais. Moi, C'est ce que parce je pourrais j'adore peut-être faire, partager c'est ce que tu fais là, tu vois, recevoir des artistes et discuter avec et eux. discuter avec eux, parler de leur parcours Ouais. dans la musique, etc. Ça, peut-être que, ouais, ça me plairait peut-être, ouais. Ouais. C'est vrai que moi, je vais pas dans le détail parce que la musique, je kiffe ça, mais je m'y connais pas énormément. Donc, je te pose des questions que moi-même je me pose.
des questions des fois un peu classiques. Mais c'est vrai que toi, si tu fais des podcasts avec d'autres artistes, vous pourrez rentrer peut-être plus dans les détails. Ouais. Pour certains auditeurs, ça peut être pas mal, c'est vrai. Ouais, je pense que ça, c'est peut-être un des trucs Ouais. que j'aimerais faire. Ouais. Trop bien. Pour terminer en beauté, j'ai un collègue à moi qui t'a préparé des petits dilemmes. Est-ce que t'es chaud? Chaud. Rémi, est-ce que tu préfères faire un son qui cartonne mais que t'aimes pas, ou un son que t'aimes de ouf mais que personne n'écoute? Ah, je préfère faire un son que j'aime pas mais qui cartonne. Là, ça me fait penser du coup à toutes les nuits en fait. Un peu ça, ouais. Ça me fait penser exactement à c'est ça. Parce que tu t'es dit, comme t'as dit, le son. Ouais. Franchement, Doug, là, pas ouf quoi. Ouais, je me voyais pas chanter ça, tu vois. Alors Après, qu'au final. Après, les chansons, tu les aimes pour des raisons différentes à chaque fois. Tu peux être fier de ce que tu as écrit parce que tu as trouvé une punchline, etc. Mais après, si personne l'écoute, si personne l'entend, ça sert pas à grand chose, quoi. C'est vrai. Donc oui, je préfère largement que ma chanson, même si j'en suis pas spécialement fier, elle touche des millions de personnes. Oui. Ouais, ok. C'est honnête. Est-ce que tu préfères retourner en 2011 pour revivre le buzz, l'énorme buzz, ou est-ce que tu préfères faire un voyage 10 ans dans le futur pour voir ce que tu es devenu? Wow, ça, c'est une super question. Soit tu retournes dans le passé, soit tu vas dans le futur, mais tu sais pas ce qui t'attend. Non, je préfère aller dans le futur. Ouais. Parce que le passé, je l'ai déjà vu. Ouais. Donc, revivre un truc que tu as déjà vu, Ouais. c'est pas ouf, quoi. Et souvent, on me demande, oui, est-ce que j'ai envie de refaire un hit, etc. Oui, c'est sûr que bon, tu as une part d'ego, tu as une part de fierté, tu aimerais bien refaire un morceau qui cartonne de ouf comme à l'époque. Mais en même temps, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. Donc, peut-être que je suis peut-être un peu moins à fond qu'à l'époque où je savais pas ce que c'était, etc. Peut-être que aujourd'hui, un petit peu moins motivé qu'avant de connaître ça, quoi, on va dire. Est-ce que tu préfères faire un feat avec... Putain, en vrai, c'est deux artistes, je vais changer. Est-ce que tu préfères faire un feat avec Gims ou avec Dadju? Waouh. Ouais, parce que là, tu sais que là, j'ai changé par rapport à ton discours d'avant, quoi. Je me suis dit, Gims et Dadju, il y a peut-être moyen d'avoir un truc où ça va être compliqué de choisir. Ouais, compliqué, mais je dirais Dadju. Ok. Je dirais Dadju pour la petite histoire, quoi. Ouais. Que j'aurais pu être son animateur, que j'aurais pu lui servir le goûter à l'époque. C'est vrai, ça. Donc ouais, et on aurait fait le clip à Romainville. Et ouais, je dirais plutôt Dadju. Ouais. Pour la nostalgie, j'avoue qu'il y a moyen d'avoir un truc stylé, ouais. Avec Dadju. Si tu nous écoutes, Dadju, si tu passes par là. Est-ce que tu préfères être en studio toute ta vie ou sur scène tous les jours? Voilà, du coup, sur scène. Sur scène, ouais, carrément. J'avoue qu'il y a des questions, du coup, avec tout ton discours, on peut se dire, ok, tu vas choisir ça. Perdre ta voix pendant 1 an ou perdre l'accès à la musique, écoute, écriture pendant 1 an? Perdre ma voix pendant 1 an. Ok. Ouais. Tu pourrais pas vivre sans musique? Non, parce que comme je te dis, ouais, avant tout, je suis un fan de musique. Ouais. Maintenant, Donc, tu produis aussi, donc forcément, ouais. tu peux vivre le kiff à travers d'autres gens. C'est ça, et puis la musique, il y a 1000 façons d'en faire. Donc oui, effectivement, il y a chanter, mais il y a aussi, comme on disait, écrire des paroles, il y a aussi composer la musique. Donc il y a 1000 façons de faire de la musique, quoi. Donc chanter, oui, j'aime chanter, mais j'aime autant composer, j'aime autant écrire, quoi. Très bien. Est-ce que tu préfères revenir avec un son 100% Zouk Love ou revenir avec un gros banger trap dancehall? Ben écoute, l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Après, moi, ce que je préférais, c'est que ça cartonne, quoi. Ok, n'importe lequel, quoi. Voilà, ouais. T'as pas une petite préférence pour un des deux? Un petit Zouk Love, là? Bah non, dancehall, alors. Ouais, Dancehall. dancehall. Ouais. Ok. Ouais, j'aurais kiffé faire un son bien dancehall qui cartonne, ouais. Ok. Un album qui sort sans promo mais qui explose, ou un album ultra médiatisé mais qui flop? Ah bah non, faut que ça fonctionne. Tu vois. Ouais. Donc s'il n'y a pas de promo, Pas de promo mais juste ça explose, bon, du coup, sur les réseaux. ouais, voilà, ouais. Ouais, ça te va. Ah, J'avoue ouais. que c'est un peu con comme question. Être obligé de refaire un remix de celui tous les ans, ou ne plus pouvoir chanter celui en live? Non, ne pas pouvoir chanter celui en live, c'est impossible. Parce que ouais, les gens, ils viennent pour ça. Ok. Donc ouais, je suis... Donc ça veut dire que tu vas être obligé de refaire un remix de celui tous les ans.
Ouais. Après ça, tu sais, malheureusement, Celui d'eux. ouais. Bah, c'est quand tu as eu des titres qui cartonnent comme ça, malheureusement, tu es un petit peu, on va dire, piégé, tu vois. C'est-à-dire que les gens, c'est ce qu'ils veulent entendre de toi jusqu'à ce que tu refasses un morceau qui cartonne. Mais Tous les showcases, tu le chantes, celui, de toute façon. ouais, je suis obligé, ouais. Ouais. Mais bon, c'est avec plaisir, hein, je le kiffe. Hein, c'est un de mes titres préférés, comme on disait. Dernière, est-ce que tu préfères travailler avec ton artiste préféré sans jamais pouvoir sortir le son ou sortir un hit mais sans avoir ton nom dessus? Ah ouais. Ah si, C'est elle est dur bien. quand même. Ouais, Hein. ouais, ouais. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal. Euh, Faut juste capter le truc. Mais... Non, je préfère travailler avec mon artiste préféré. Genre là, t'imagines, tu bosses avec Bob Marley. À Incroyable. côté, il y a Johnny. C'est un Vous êtes tous folie. les trois. Bah ouais, non, ouais. Mais par contre, ouais, ça vous sort faites pas. des sons, mais jamais il Ouais. peut sortir. Ouais, mais j'aurais kiffé, quoi. J'aurais Ouais, kiffé en pour le studio. kiff, J'aurais kiffé avec eux, ouais. Trop bien. Putain, Rémi. Et avec Johnny et Bob Marley, ce sera pas allumer le feu, mais allumer autre chose, si tu vois ce que je veux dire. Allumer le gros pétard. Ça aurait pu, ça aurait pu. Putain, Rémi, je suis trop content de t'avoir eu dans ce podcast. Est-ce que tu veux faire passer un message, dire quelque chose à ma communauté qui est aussi, je pense, en partie la tienne? Bah écoute, ouais, le message c'est merci. Hein. Merci à toi pour l'invitation. C'est vrai que je suis pas trop familier de ce genre d'exercice. Mais c'est vrai que j'ai regardé vite fait sur Google avant et t'as juste fait, je crois, interview écrit pour Télé Loisirs il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'était pour la tournée I Got a Feeling, la tournée des Zéniths avec les artistes des années 2000. Mais c'est vrai que des podcasts, t'en fais rarement, on te voit jamais trop à la radio pour parler, etc. Ouais, c'est vrai que j'en fais pas trop, donc écoute, c'était avec grand plaisir. Bah, merci à toi, Rémi. Yes. J'espère que vous avez kiffé ce petit podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, qui nous regardent, et pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts et Deezer. Et ben, n'hésitez pas à mettre une petite note, voilà, 5 étoiles, ça régale. Le petit avis sur Apple Podcasts, ça fait toujours plaisir aussi. Évidemment, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, je vous mets aussi en lien en description le petit Linktree, voire même carrément les liens de redirection vers les plateformes d'écoute. Comme ça, si la prochaine fois, vous n'avez pas le temps de regarder sur YouTube et que vous voulez nous écouter au sport, ça peut être aussi, je sais pas, en voiture ou n'importe quand pendant que vous cuisinez, et ben n'hésitez pas à checker. Merci encore à Rémi. Merci à toi, Romain. Puis, les amis, on se retrouve nous très vite pour un prochain podcast. Mardi prochain, 6h sur les plateformes d'écoute et 17h30 sur YouTube. Ciao.